Bonjour à tous, bienvenue à ce débat super sur la fin du roman avec Frédéric Sirier, Catherine Ray et Olivier Vogetta comme modérateurs. On va se laisser peut-être 2 minutes pour que les personnes qui doivent encore se connecter se connectent. Donc voilà, donc c'est quand même un débat un petit peu particulier qui se passe entre l'Australie, Paris et Brazzaville, donc sur 3 continents. Assez original quand même, hein. Donc du coup, je vais en profiter le temps que tout le monde se connecte pour me présenter rapidement, puisque c'est pas l'essentiel de ce débat. Donc moi, je m'appelle Charlotte, donc je vis à Brazzaville et je travaille pour pour l'école d'écriture Les Mots depuis 3 ans maintenant. J'ai travaillé pendant 2 ans à Paris comme directrice adjointe d'Élise Nebou qui a fondé l'école. Et je suis aujourd'hui à Brazzaville et donc je me consacre principalement à développer les mots à l'international. Pour la petite histoire, j'ai découvert les mots en tant que participante. Donc à l'époque où les mots a ouvert en février 2017, je vivais en Guinée équatoriale et j'écrivais. J'aime bien écrire, donc j'écrivais des romans. J'en avais auto-publié un. Je venais de terminer un deuxième que j'avais envoyé chez les maisons d'édition. Et je suis arrivée à Paris en septembre 2017. Avoir l'impression de tourner un petit peu en rond avec l'écriture. J'avais l'impression de faire un peu tout le temps la même chose. Et sur la même semaine, j'ai rencontré 3 personnes qui m'ont parlé de l'école Les Mots. Et tu connais pas cet endroit, c'est là que tu dois aller, c'est magique, ça vient d'ouvrir. Donc, par curiosité, je suis allée voir. Et je dois admettre que je suis tombée vraiment amoureuse. Je crois que j'étais la première fan de cette école d'écriture. J'ai pris quelques ateliers. J'ai beaucoup fait évoluer mon écriture avec des petites choses, en fait, finalement. Mais bon, ça, c'est un détail. Mais très vite, je me suis retrouvée à travailler pour cet endroit assez particulier qui repose, en fait, sur une idée très simple, mais malgré tout innovante, qui était de dire, donc c'est Lise Nebou et Alexandre Lacroix qui ont fondé l'école, et leur idée c'était de dire, et finalement en France on peut apprendre tous les arts, on peut apprendre le chant, la musique, la peinture, le théâtre et j'en passe, mais il n'y a pas de lieu pour apprendre l'écriture. Et c'est ainsi que leur est née cette idée des mots, en disant, on va demander à des écrivains de métier, des écrivains qui sont confirmés, qui ont publié, comme Frédéric Sirier, qui travaille pour nous depuis longtemps, depuis 3 ans maintenant, des écrivains qui sont reconnus en fait sur la scène littéraire française, qui sont reconnus dans leur spécialité, de venir transmettre leur savoir-faire auprès de personnes qui désirent progresser dans l'écriture, que ce soit des personnes qui en sont vraiment à leur tout début, ou des personnes qui en fait ont déjà même publié. On a même d'ailleurs des auteurs de chez nous qui prennent des ateliers avec d'autres auteurs de chez nous, alors pourtant qu'ils ont fait leurs preuves et largement leurs preuves, avec leurs romans. Je pense que la plupart des gens sont connectés, mais donc je vais vous faire une petite présentation très rapide de l'école Les Mots. Je continue ma présentation que je viens de commencer, et puis après Olivier, je te passerai la parole, et puis vous verrez Olivier, c'est un lien, c'est c'est le prototype de la personne qui, j'en parle dans 2 secondes. Donc l'école Les Mots, comme je le disais, donc l'idée c'est de transmettre l'art d'écrire à travers des ateliers d'écriture animés par des auteurs de métier, des auteurs de talent. Mais c'est davantage que ça, c'est davantage que des ateliers d'écriture, c'est en fait un lieu qui s'inscrit dans un écosystème littéraire. Donc, il n'y a pas que les auteurs, il n'y a pas que les écrivains, les personnes qui souhaitent devenir auteurs plus tard, il y a aussi les libraires, les agents littéraires, les éditeurs. Et Les Mots, en fait, a grandi avec cette perspective-là d'être toujours rester toujours ouvert en fait à cet ensemble, à cet écosystème, et permettre à toutes les personnes qui sont parmi nous d'accéder à cet écosystème. On propose en fait finalement 3 grands types d'accompagnement pour les personnes qui écrivent chez nous. On a des ateliers plutôt qu'on va appeler classiques. Vous avez un rendez-vous à une heure fixe avec le même auteur, le même groupe, la même thématique, sur une période plus ou moins longue. Donc ça peut être sur un week-end intensif, sur une semaine, tous les matins pendant une semaine. Ça peut être des séances hebdomadaires pendant 8 à 15 séances, mais le principe, c'est toujours le même auteur, le même groupe, 12 personnes maximum, et la même thématique. Et vous progressez, vous écrivez
à un moment donné. On a une autre formule qui est beaucoup plus flexible, qui va dans la dynamique de s'ouvrir en fait à l'international, donc de pouvoir permettre à des personnes qui n'ont pas forcément le même créneau horaire que le nôtre de suivre les ateliers, qui sont des ateliers par correspondance. Donc l'auteur vous envoie tous les vendredis un exercice d'écriture. Vous avez une semaine pour faire votre texte et le renvoyer par mail à votre auteur qui va le corriger, vous le commenter de nouveau par mail. Donc il y a beaucoup de flexibilité là-dessus. Et la dernière formule, c'est du suivi de manuscrits. Elle est née évidemment avec l'école qui grandissait. Il y avait beaucoup de personnes qui faisaient des ateliers qui disaient oui, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Moi, j'ai commencé un texte, comment je fais pour le terminer? Et donc, on a fait ces ateliers de suivi de manuscrits. On vous suit, on vous aide on vous donne toutes les armes pour pouvoir ensuite être autonome dans l'écriture de votre roman. Et l'issue de ça, évidemment, pour certains, c'est l'édition, je vais y arriver. Donc, on a mis en place un service des manuscrits qui vous permet, à vous, à toute personne qui est écrit chez nous ou des personnes extérieures qui ont un manuscrit terminé, d'envoyer leur texte à ce service des manuscrits. Vous êtes lu par 2 lecteurs de maisons d'édition, vous recevez 2 fiches de lecture. Et si vous avez 2 coups de cœur, on vous connecte avec notre réseau d'éditeurs. Et donc, j'en viens enfin à ce débat et c'est le moment de faire la passation à Olivier, puisque Olivier, en fait, finalement, tu représentes un petit peu tout ce schéma que je viens d'expliquer. Tu as suivi un atelier chez nous avec Frédéric Sérier. Les hasards, voilà, ce n'est pas vraiment un hasard si on est tous ici ensemble. Tu as entamé un projet de roman. Tu l'as terminé, ce roman. Tu as participé à notre service des manuscrits qui s'appelait à l'époque La Rencontre. Tu as été finaliste de cette rencontre et finalement tu as trouvé ta maison d'édition Maya pour ton roman qui s'appelle Courir encore, si je me trompe pas. Et voilà, depuis tu es ambassadeur des mots à Sydney. Donc c'est Olivier qui est à l'initiative de ce débat et je te remercie beaucoup de l'avoir lancé. Je suis très contente d'y participer. Je vous passe maintenant la parole. Je disparais de l'écran. Merci à toi, Charlotte, et bonjour à tous qui nous écoutez. Donc face à face exceptionnel, 2 voix, 2 regards, 2 styles, 2 visions du monde, 2 personnalités singulières, 2 personnes attachantes, des aimants qui habitent aux antipodes l'un de l'autre. Je suis très heureux d'être avec vous, Catherine Ray, ce matin, et Frédéric Sérier à Paris. Donc bonjour à tous les 2, soyez les bienvenus sur le plateau virtuel du grand débat. Et vous vous connaissez déjà, je crois, n'est-ce pas? Lequel de vous 2 veut expliquer un peu votre rencontre ou votre lien? Déjà, je pourrais saluer Catherine, voilà, que je n'ai pas vue depuis de très très nombreuses années. En fait, au début des années 2000, je travaillais sur le site internet de la Fnac, voilà. Et j'avais rencontré Catherine à l'occasion de la parution d'un très beau livre qui s'appelle Ce que racontait Jones, voilà. Donc ça remonte à 20 ans. Et vous vous retrouvez ce soir. Et ben je suis content d'être au départ de cette re-rencontre. Alors je vais vous parler un petit peu du déroulé de ce débat. Donc ce qu'on va faire ce soir ensemble ou ce matin, c'est vraiment un plongeon dans l'univers du roman. Et on va vraiment démonter le moteur du roman et je vais utiliser et Frédéric aussi peut-être quelques images cinématographiques. Si vous connaissez le film Un drôle d'endroit pour une rencontre de Blier où Gérard Depardieu démonte le moteur sur un parking la nuit, c'est un peu ça qu'on va faire, je l'espère, aujourd'hui avec vous. Alors sauf que dans le rôle de Catherine Deneuve, c'est Catherine Ray ce soir, une autre Catherine. Et avant de commencer avec la première question, j'ai préparé un mini portrait de Catherine et de Frédéric. Donc je vais commencer par vous, Catherine, et puis après on enchaînera sur Frédéric. Donc née à Saintes en Charente-Maritime, vous vivez depuis longtemps en Australie, mais écoutez France Culture tous les jours à la radio. Avide d'émotion et finaliste émérite du prix Renaudot, vous mettez les voiles direction Sydney pour voir le temps qu'il y fait. Avoir écrit des romans à succès en français, vous faites comme Kundera et écrivez des livres dans une langue autre que la vôtre propre. Cela donne The Lovers, Les Amants en français dans le texte. Vous avez été une femme en marche bien avant que Macron en ait eu l'idée. Une amoureuse de la littérature, la vraie, la belle, la grande,
une protectrice de son espace sacré. Ce que racontait Jones ne nous regarde pas, mais nous habite. Le roman est un genre suspicieux, écrit par des gens suspicieux. Nathalie Sarraute qui le dit, et donc un peu vous aussi. Le roman n'existe pas, on n'écrit que sur soi. M'avez-vous dit l'autre soir en guise de conclusion. Bienvenue Catherine Ray, merci d'être là avec nous. Merci. Frédéric. Alors Frédéric, sémiologue assermenté, né en Bretagne sous le signe du bélier, le Z, à la fin de son patronyme, lui a donné confiance en sa plume depuis sa plus tendre majorité. Spécialiste comme Georges Perec de l'hybridation textuelle mais en mieux, il n'intègre pas l'Oulipo, mais vient bien de Paimpol dans les Côtes d'Armor. Son premier livre, Des néons sous la mer, est un faux essai ethnographique, mais un vrai roman. Pour son roman Betty Book, il écrit masqué sous son vrai nom, mais c'est son double Stéphane Sorge, alias SS, alias Superstyle, qui parle. C'est lui qui dit à un écrivain diplômé d'HEC d'aller vendre des livres au lieu de les écrire. Frédéric Thiriet vient de sortir un roman graphique sur la vie de Frantz Fanon. Mais au mot roman, il préfère le mot fiction. Il ne manque certainement pas d'imagination. Auteur touche à tout, il est toujours là où on ne l'attend pas. Et n'est-ce pas là la marque d'un grand écrivain, voire même un grand romancier? Bienvenue, Frédéric. Donc bonjour à tous les deux. Maintenant que les présentations sont faites et vous allez continuer à vous présenter, mais au travers des réponses que vous allez donner à mes questions, je vais juste donner quelques règles de base avant que le débat commence. Donc c'est un débat plutôt à l'anglaise. Donc on va respecter les temps de parole, on va pas parler l'un sur l'autre, donc pas un débat à l'américaine. Et puis aussi, il y a un système de chat que vous voyez, chers spectateurs et auditeurs, sur l'écran. Donc, vous pouvez poser vos questions et vos remarques, et on traitera vos questions en fin d'événement, donc dans la dernière demi-heure. Alors, étant un ancien école de commerce moi-même, ce que j'ai voulu faire pour structurer ce débat, c'est d'appliquer un peu ce qu'on appelle les 4 P du marketing mix, mais au roman. Et c'est quelque chose que Frédéric d'ailleurs a fait dans son roman Betty Book avec Mice, d'ailleurs, un petit clin d'œil. Donc on va traiter de 4 pans, 4 grandes questions, et on va passer 10-15 minutes sur chacune des grandes questions. Donc la première, ça va être autour du personnage, donc P comme personnage de roman. Le deuxième, ça va être le pacte, P comme pacte, le pacte entre l'auteur et son lecteur, mais pas seulement, et nous allons voir pourquoi. Et le troisième P, c'est P comme production, la production du roman. Et le quatrième, comment ne pas parler des prix ou promotion. Les prix littéraires étant ce qu'ils sont et une très grande part du roman. Donc voilà un petit peu les 4 panneaux par lesquels on va passer, 10-15 minutes par chaque question. Et donc la question, la façon dont on va procéder, c'est que pour chacun de ces 4 panneaux, je vais vous dresser en fait un mini portrait avec quelques observations personnelles. Et après, je vous poserai une question précise. Et vous serez d'accord ou pas, et c'est là où vous allez intervenir. Alors, personnage, P comme personnage. Tout est clair? C'est bon, Frédéric? Oui? Parfait. On est parti. Donc, P comme personnage. Donc, j'ai remarqué que ces dernières années, les romans qui faisaient le plus grand bruit, c'était pas forcément des romans. C'était plutôt des livres à scandale, plutôt de type autobiographique. Et on a l'impression que Vanessa Springora, Camille Kouchner et les autres passent un peu pour les héroïnes du roman en ce moment. Ma première observation, c'est une omniprésence des récits de soi et quelque part une réinvention des héroïnes, principalement des livres comme étant Springora, Kouchner et ainsi de suite. Après, si on parle du romancier, le romancier type est habité
par la vie de ces personnages. Et pour moi, la force d'un roman, d'un bon romancier, c'est d'avoir une puissance visionnaire et prophétique qui est donnée grâce à ce roman. Alors qu'on a l'impression que beaucoup de livres qui sortent en ce moment sont vraiment ancrés dans le réel, et ils sont plutôt un miroir du réel qu'ils ne donnent cette puissance visionnaire. Donc, ce serait ma deuxième observation. Ma troisième, c'est que il y a beaucoup de journalisme quelque part, journalisme de soi, mais aussi journalisme quelque part littéraire. Il y a beaucoup de faits divers qui sont transformés en livres. Je pense notamment à Leila Slimani, Chanson douce, donc qui a été pris Goncourt. C'est un fait divers à la base. Régis Geoffrey qui enchaîne les romans, mais il enchaîne aussi les procès. Donc il va en justice quasiment à chaque livre. Donc avec les faits divers. Donc au final, la réflexion que je me suis faite, c'est que finalement, c'est un peu un cliché, mais effectivement, la vie est un roman. Et j'ai l'impression que les personnages sont devenus nous, le public. Et si je fais un petit rappel historique, retour au XVIIe siècle, donc Racine était l'historiographe du roi, donc il notait les faits et gestes du roi et il les couchait sur papier. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est un peu ça qui se passe. Il n'y a plus de roi, il y a le public. Et donc, on donne au public une image un peu plaisante et complaisante en guise de miroir. Tout ça pour dire, voilà, ma question. Et la question, avec toutes ces observations, c'est est-ce que le personnage de roman est mort ou pas? Le personnage de roman est mort, tel qu'on l'entendait avant, d'accord ou pas? Ça serait ma première question. Honneur à Catherine, peut-être? C'est pas une question facile parce que le personnage tel qu'on le concevait à l'époque de Balzac, je crois que la cassure s'est vraiment faite avec le nouveau roman, quand la notion de personnage a commencé de disparaître et que Nathalie Sarraute s'est posé la question. D'ailleurs, le titre de l'essai disait bien ce qu'il voulait dire, c'est-à-dire l'ère du soupçon. Qu'est-ce qu'elle soupçonnait? Qu'est-ce qui était mis en question? Elle soupçonnait le personnage, déjà, elle soupçonnait le personnage, elle soupçonnait aussi la narration telle qu'on la concevait de manière traditionnelle. Donc, je crois que c'est à partir de là qu'il y a eu une sorte de nucléus et que les écrivains ont commencé à remettre en question l'idée peut-être pas encore l'idée du jeu, parce que l'autofiction, c'est un truc qui est venu plus tard. Mais je pense que c'est avec des gens comme Nathalie Sarraute et le nouveau roman que la notion du personnage a commencé progressivement de s'effacer. Avec Balzac, le roman du 19e siècle bien classique où on avait des personnages. Mais en quelque part, le personnage, c'était quelque chose qui était loin de l'auteur lui-même. Et puis, progressivement, c'est comme si, finalement, les personnages s'étaient rapprochés des auteurs, que les auteurs s'étaient rapprochés de leurs personnages, et qu'on était tombé dans un domaine de l'intime. On en parlera de ce domaine de l'intime, qui me chagrine un petit peu, parce que l'autofiction, elle est plus exactement comme c'est devenu un petit peu du déballage. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Moi, le personnage, je le vois un petit peu, je me réfère aux grands anciens, à l'idée de Nathalie Sarraute, à l'idée où il y a une manière de défaire progressivement l'idée de ces choses comme ça. Et puis si on regarde aussi dans les romans contemporains très traditionnels, les romans contemporains, il n'y a plus vraiment de personnages. Il y a comme tu le disais, il y a des choses qui sont prises dans le journalisme, il y a des choses qui sont prises dans le quotidien, il y a des choses qui sont prises dans les faits divers. Et tu l'as dit à très juste titre, il n'y a plus vraiment cette capacité à créer des personnages, des grands personnages, parce que je crois qu'il y a eu
l'autofiction a vraiment dévoré quelque part. L'autofiction, c'est comme si c'était à phagocyter véritablement l'espace romanesque contemporain. Et je dirais presque que c'est difficile dans ce contexte-là de créer véritablement des personnages qui puissent exister avec des folies, des choses comme le fait Frédéric, par exemple, des choses baroques, ou comme dans Jones, avec des vrais personnages. C'est devenu un petit peu difficile parce que on passe pour des huluberlus ou des excités ou des on n'est plus vraiment dans l'espace de c'est pas de l'autofiction, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. Et mais c'est vous, mais c'est pas vous, mais est-ce que c'est vous le rat? Non, moi je suis pas un rat. Voilà. Donc c'est devenu très difficile. Je crois que le roman, c'est pour ça d'ailleurs que ça m'intéressait d'en parler. On est tombé dans une grande ambiguïté. On est vraiment, j'ai l'impression qu'on est dans un tout petit couloir et qu'on essaye vraiment de progresser dans ce couloir. Qu'est-ce que t'en penses, Frédéric? Alors, tout d'abord, Catherine a absolument raison de citer ce très très grand livre, L'ère du soupçon de Nathalie Sarraute. Après, ce que je dirais, c'est que sur une perspective historique un peu plus longue, le roman a toujours été finalement en crise et dans dans l'expérience de son propre commentaire. On le voit notamment chez les Anglo-Saxons avec Laurence Sterne, Vie et opinion de Tristram Shandy. Vous voyez, le roman n'arrête pas de s'analyser en tant que tel. Alors, il a eu des prolongements en France, avec Denis Diderot, par exemple, Jacques le Fataliste. C'est quoi raconter une histoire? C'est quoi que de proposer finalement un pacte avec le lecteur qui fait qu'on va croire aux histoires racontées. Maintenant, je vais parler très simplement de ma vision du genre romanesque. Je pense que les vrais romanciers sont très très rares. Et à ce titre, je crois, on appelle tout roman, mais non, c'est pas vrai. Les grands romanciers sont très très rares, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de très bons écrivains, c'est autre chose. Et je crois, si vous voulez, de la même manière que les grands personnages sont très très rares. Et je pense que le seuil du roman, c'est précisément le désir de personnage. Voilà. C'est quoi créer un personnage? C'est quoi l'habiter? Après, on peut le déconstruire, le reconstruire. Alors aujourd'hui, on voit bien qu'il a été reconstruit sur un mode relativement standardisé, notamment sous l'impulsion du retour du grand roman réaliste qu'a inauguré finalement Michel Houellebecq au début des années 2000. Parce que lui, ce qu'il nous propose, c'est finalement, d'un point de vue formel, le roman, en gros, classique du 19e siècle, au sein duquel il injecte de l'ultra-contemporain, ce qui est intéressant. En même temps, puisqu'il renouvelle, non pas la forme, mais la thématique. Vous voyez? Mais je pense à Simenon, que j'aime beaucoup, qui est un grand romancier populaire. Simenon disait que régulièrement, tous les 3, 4, 5, 10 ans, des personnages reviennent le hanter. Vous voyez? On crée des vies. Voilà. On est dans l'ordre du phénomène, dans l'ordre de la vie, et on crée des vies. Alors Gilles Deleuze accordait une supériorité au roman anglo-saxon. Hein, il disait que finalement les Français étaient beaucoup trop analytiques, pourquoi pas, et étaient coupés de l'ordre du phénomène. Bon, ça se discute. Mais ce qu'il voulait dire par là, je pense, c'est qu'absolument, d'une manière ou d'une autre, et peu importe les moyens, le roman, je dis bien le roman, doit créer des personnages. Voilà. Alors lui, pensez au grand roman américain, Bartleby, voilà. Voilà. Maintenant, si vous voulez, sur la notion de personnage, encore une fois, le roman a toujours été, à l'intérieur de lui-même, sa propre force critique. Hein. On a cité Laurence Sterne, on a cité, après, on fait le grand saut, on cite Nathalie Sarraute, mais il faut penser à Flaubert, si vous voulez, qui passe son temps aussi à déconstruire le roman. Madame Bovary, c'est moi. Mais qu'est-ce qu'il fait sinon? Alors déjà, la phrase n'est pas de lui. Qu'est-ce qu'il fait sinon qu'investir le champ du personnage au point de disparaître? Ce qui fait de lui un romancier. Alors, Claude Simon, dans un grand livre qui s'appelle, un tout petit texte, mais qui est un très grand livre, qui s'appelle Le discours de Stockholm, dit la chose suivante: le roman, c'est ce point d'incandescence où le vécu se dissémine dans la fiction. Et ça, je crois à ça. Voilà. Ce qui n'enlève absolument pas le bras de fer avec l'intime, avec la vérité personnelle, etc., ce dont on va parler. Voilà. Alors, le personnage est-il mort aujourd'hui? Absolument pas. Pour moi, on assiste au contraire à un grand retour du personnage. Après, on peut le juger esthétiquement. C'est bien, c'est pas terrible, etc. C'est un autre problème. Dernière chose que je veux dire, c'est il faut faire attention quand on part sur des considérations sur le champ actuel de la littérature, parce qu'elle est toujours plus vaste que ce qu'on veut bien voir. Vous voyez, c'est que la littérature, il y a une littérature populaire qui est extrêmement dynamique.
si vous voulez. Il y a des collections qui se créent, il y a de la littérature qui s'inspire des séries télé, etc., etc. Le champ de la fiction est extrêmement dynamique. Après, on peut le juger esthétiquement. En termes de valeur, c'est un autre problème. Vous voyez bien la différence que je fais. Mais dire le personnage est mort, non, il est absolument pas mort. Et au contraire, là, je trouve qu'on assiste au grand retour du personnage en bien ou en mal. Ça, c'est un autre problème. Voilà. Très bien, merci. Donc on a un vote en fonction de. Donc le personnage de roman n'est pas mort. C'est ça la conclusion, finalement. Oui, c'est ce que pense Frédéric. Moi, je pense que c'est. C'est pas un consensus là. Non. C'est pas un consensus. Non. Très bien. Non. De toute façon, on pourra revenir après aux questions parce que il y a les 4 sujets qu'on va traiter s'entremêlent un petit peu. Donc il y a des considérations que tu as justement mentionnées. Je préciser ma pensée, c'est que factuellement le personnage n'est pas mort. Il suffit d'aller en librairie. C'est ça que je veux dire. C'est pas autre chose. Je ne juge pas sur base esthétique. Ça, c'est un autre problème. Ça renvoie à mes goûts personnels et à ce que je fais de la littérature. Voilà. Mais si on me dit aujourd'hui, est-ce que le personnage est mort? Je vais en librairie. Je dis, il est absolument pas mort. Il n'y a jamais eu autant de fiction, en bien, en mal. C'est un autre problème. Voilà. Je précise quand même à ma. D'accord. Voilà. D'accord. Très bien. Bon, passons au deuxième P, et puis on pourra revenir à cette question du personnage un peu plus tard, parce qu'il y a encore une fois, il y a des liens. Donc, P comme pacte. Et donc là, on va parler du pacte, et le pacte d'abord avec le pacte de l'auteur avec lui-même d'abord. Et là aussi, il y a des liens avec le personnage. Donc, pour moi, le pacte de l'auteur avec lui-même, j'ai l'impression que comme vous l'avez dit un peu plus tôt dans notre discussion, Catherine, j'ai l'impression que la qualité d'un ouvrage, c'est un peu la somme d'honnêteté que l'on met dans le travail. Et j'ai l'impression que le pacte de l'auteur avec lui-même, qui sous-tend une certaine exigence de style, un certain dépassement de soi, de repousser les limites de quelque part de la qualité d'un texte que l'on peut faire. J'ai l'impression que dans la masse de livres actuels, ce pacte de l'auteur avec lui-même, qui est un pacte d'honnêteté intellectuelle, est un peu, est sans doute un peu effrité, selon moi, parce que j'ai lu quelques livres qui se prétendaient être des bons livres et je les ai pas trouvés bons personnellement. Donc la première observation. Après, la deuxième observation, c'est le pacte de l'auteur avec le lecteur. Une question d'honnêteté avec le lecteur. Donc, si sur la couverture d'un livre, on voit le mot roman, pour moi, le livre devrait être un roman. Et la plupart des cas, dans 9 cas sur 10, on a l'impression que c'est pas des romans. Justement, c'est des récits de soi. Et alors que le lecteur, il veut savoir ce qui est vrai. Il veut savoir si l'histoire qu'il est en train de lire est vraie. Ce serait ma deuxième observation. La troisième, c'est le pacte entre l'auteur et l'éditeur, qui aussi, je trouve, est un peu rompu, un peu corrompu en ce moment, parce qu'effectivement, un éditeur va publier un livre et il veut que ce livre ait une reconnaissance, donc il va le mettre sur le prix, sur la liste du prix Goncourt, du Renaudot, et on pourra en parler. Et donc, il faut qu'il ait l'étiquette roman, parce que forcément, le prix du Renaudot essai, sans manquer de respect à quiconque, c'est un peu comme gagner la Coupe du Monde de rugby féminin. Donc ça le fait un peu moins que de gagner le vrai Renaudot pour le roman. Donc ma question en rapport avec la si est-ce que le pacte qui existait avant est rompu aujourd'hui? Et qu'est-ce que ça veut dire pour tous les acteurs de la chaîne du livre? De l'éditeur, de l'écrivain et du lecteur. Est-ce que c'est pas finalement un peu devenu une mascarade? Et je provoque exprès, mais qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être Frédéric d'abord, sur la notion du pacte à tous les niveaux. Est-ce qu'il est rompu? Je pense qu'il y a les vrais problèmes humains, éthiques, esthétiques et les faux problèmes. Et là, je pense qu'on est dans un faux problème parce que la littérature industrielle existera toujours. Mais il y a toujours de très très bons livres qui sont portés, je dirais moins peut-être par une sincérité que par une nécessité.
Parce que c'est pas parce qu'on est sincère qu'on va être dans la vérité. C'est un autre problème. Problème de psychanalyse de base. On peut être sincère et raconter n'importe quoi. C'est ce qu'on appelle la fable. Bon, il y a des psychanalystes partout. Voilà. Maintenant, les grands livres, ou les vrais livres, tout simplement, sont portés par une nécessité intérieure. Moi, c'est ce que j'aime. J'aime Georges Bataille. Vous voyez, j'aime des écrivains qui ne sont pas des écrivains, un personnage. Donc, on peut pas me faire ce procès-là. Mais voilà, ça se sent tout de suite, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a un effet, une charge, un partage existentiel, etc., qui fait qu'effectivement, on ne triche pas avec les choses. Mais encore une fois, le truc, c'est, j'ai l'impression qu'on se concentre, on fait le procès de la littérature littéraire en la quelque part en l'opposant à la littérature populaire ou à la littérature de masse, mais elle coexiste conflictuellement. Alors il est vrai que la littérature, la grande littérature littéraire a moins de place. Ça, on est bien d'accord. On va pas dire que voilà, il suffit de regarder le niveau des ventes, voilà. Mais il y a tout de même une très très grande vitalité de la littérature. Maintenant, c'est le marché qui crée bien souvent les catégories. C'est le marché qui crée bien souvent les catégories et les genres. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention. On peut pas les reprocher à quelqu'un qui fait des livres en série sur les zombies de pas être sincère. Et ça n'a strictement aucun sens. On va pas reprocher à quelqu'un qui nous raconte des fables policières de pas être sincère. Vous voyez, c'est un autre problème. Voilà. Après, on peut reprocher à des auteurs littéraires comment dire, d'être à côté de la plaque, parce que ça sonne faux. Et eux, on peut les cibler. Vous voyez. Mais c'est un ensemble. Hein. Et je trouve que là, on essentialise malheureusement des problèmes qui sont très très distincts et qu'il faut vraiment spécifier. Voilà. Des auteurs, entre guillemets, sincères ou portés par une nécessité, j'en connais. Les 2 livres de Catherine que j'ai lus, je sais qu'ils sont portés par une nécessité. Ce que racontait John, c'est un livre de dingue, d'une grande intensité, porté par ce besoin quasi archaïque de récit, si vous voulez, et d'inscription dans la communauté. Son autobiographie, Une femme en marche, que j'ai lu aussi, est évidemment portée par une pression personnelle. Vous voyez. Donc, j'anticipe un peu peut-être le débat à venir. Qui interroge la question du pacte où, entre guillemets, on n'écrit jamais que sur soi. Je dirais les choses un petit peu différemment. Je dirais que les bons livres sont portés par une pression autobiographique. Voilà, ce qui est différent de l'écriture purement sur soi, où là on raconte sa vie. Mais on peut parfaitement se masquer derrière la fiction et raconter sa vie, ce qui est très juste. Catherine l'a laissé entrevoir, mais avec une grande force, précisément parce qu'il y a une nécessité, une pression. Voilà. Ouais. Je préfère le mot nécessité à l'idée de sincérité, que je trouve un petit peu fallacieuse, si vous voulez. Si vous voulez. C'est Nietzsche, d'ailleurs, qui me fait penser à ce que disait Nietzsche. Il disait que les lignes qui comptent le plus, celles que l'on écrit avec le sang. Et moi, je suis un peu d'accord avec ça. C'est-à-dire que si on écrit un livre, c'est parce que moi-même, quand j'écris, je me sens engagé. Et en fait, moi, les livres et la littérature qui me touchent, c'est la littérature engagée et les livres engagés avec un vrai message et une façon de le dire qui aurait pas pu être dite autrement. Mais tous les grands livres sont engagés, tu vois. Faut aussi démythifier le mot engagement. Tous les grands livres sont engagés d'une manière ou d'une autre, tu vois. Oui. Tu désignes une vérité, voilà. Tu vois, c'est compliqué la notion d'engagement, hein. Voilà, donc précis sur les termes, tu vois. Moi, je voudrais être très claire. On s'adresse à des auteurs, des jeunes gens, des jeunes filles qui potentiellement vont devenir des écrivains. Et je voudrais leur dire qu'il y a la littérature, ça n'est pas une plaisanterie. Écrire, ça n'est pas une plaisanterie. On le fait ou on ne le fait pas. Si on ne veut pas le faire, il y a plein d'autres métiers sur Terre. On n'écrit pas pour faire de l'argent parce qu'on ne gagne pas d'argent en étant écrivain. Et d'ailleurs, il y a c'est un des métiers où on se suicide le plus avec les dentistes. Mauvaise nouvelle. Donc c'est pas bon, hein, c'est pas bonne nouvelle. Et puis voilà. Donc je crois que ça, c'est des choses qu'on ne sait pas quand on commence à écrire. On ne sait pas qu'il y a la bonne littérature et la mauvaise littérature. Quand j'arrivais pas à être publiée, j'ai failli écrire comme les auteurs alors, je vais pas commencer à donner des noms, mais j'ai failli écrire dans le genre de ce qui se publiait chez
parce que je me suis dit, tiens, si j'écris dans le style, bah, j'aurais peut-être une chance d'entrer dans le petit cercle. Et puis je l'ai pas fait. Et puis c'était bien. Ma conscience a dû me dire que c'était évidemment des choses peut-être auxquelles on pense. Mais d'accord, il y a la littérature populaire, ça on la connaît. Et puis la littérature classique, ça on la connaît. Mais on sait aussi ce qu'on veut pas faire. Et on veut pas faire cette littérature-là qui aujourd'hui est sur le marché, qui se vend. Parce que ces auteurs-là, ils vivent bien. Mais écrire, c'est pas ça. Écrire, c'est autre chose. Écrire, c'est aller dans le domaine du sérieux. C'est aller quand même dans le domaine de, alors qu'on écrive sur soi, qu'on crée des personnages, qu'on crée l'important. Bon, t'as raison, la sincérité. Mais je veux dire, il y a quand même un engagement de la vie qui fait que c'est un domaine sacré. La littérature est un domaine sacré et c'est un lieu où on entre avec le cou baissé. On entre humblement dans la carrière littéraire parce que des coups, on en prend constamment avec les éditeurs, avec les prix littéraires, avec les droits d'auteur. Des coups, c'est coup sur coup. Donc c'est un domaine sacré. C'est pas un domaine où on rigole tous les jours. C'est un métier difficile, c'est un métier dur, c'est un métier où on n'est pas récompensé. Il faut perdre son ego complètement quand on veut. Alors voilà. Donc voilà. L'idée, c'est que on s'adresse aussi à des jeunes auteurs comme nous l'avons été. On a eu 20 ans, on a eu 25 ans et on s'est dit, tiens, moi je me suis dit, tiens, si j'écrivais comme ça un truc à la mode, peut-être un truc à la mode, ben, ça serait bien, ça serait... Et voilà. Et j'ai vite compris que j'étais dans le domaine du sacré et que ce domaine-là, il fallait pas... Il était sacré. Voilà. Et ce qui est sacré, ça se respecte. Voilà, c'est un petit peu mon idée. Alors évidemment, ça sonne un peu comme si on était dans une cathédrale, mais pour moi, l'écriture, c'est ça, quoi. C'est pas de la plaisanterie. On sent la passion. En tout cas, vous n'êtes pas dans la pièce, là, mais je sens la passion de la littérature chez Catherine et ça. Mais je suis complètement d'accord avec ça. Mais la littérature, en ce sens, ça a à voir avec la vérité, si vous voulez. Et voilà. Et c'est dur d'y accéder, d'une certaine manière. Voilà. Après, ce que je veux simplement dire, moi, c'est qu'il faut prendre en considération la totalité de ce qui existe. C'est tout. Voilà. Après, quand on parle de soi et de sa propre pratique, je suis absolument d'accord avec Catherine, et les œuvres les plus bouleversantes qui soient sont toujours liées à cette force qui fait qu'à un moment on ne transige pas avec la vérité. Ça, c'est absolument incontestable. Et il est vrai aussi que le commerce de la littérature aujourd'hui tend un peu à faire écran sur cette nécessité. Et c'est vrai qu'il est bon de le rappeler. Alors là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on parle déjà plus tellement de romans et on parle de littérature. Et ça, je trouve ça très très intéressant. C'est qu'on est déjà sorti du cadre du roman. Le roman est une manière de pratiquer la littérature, mais il y en a bien évidemment d'autres. C'est pour ça qu'à titre personnel, je préfère le mot fiction. Voilà. Ouais, d'accord. Ouais. Et je crois le concept de vérité dont tu parles, Frédéric, c'est justement là où on touche. Je crois que c'est là le point qui fait mal. J'ai l'impression que une observation de ma part, c'est que ça vient de vous, Catherine. Le roman est un peu un roman bouclier depuis quelque temps. C'est-à-dire que et c'est pour ça que je pense que quelque part le pacte est un peu rompu. C'est-à-dire qu'on va mettre le roman sur la couverture en disant mais non, c'est pas vrai. C'est un roman pour s'éviter d'aller en justice, d'avoir des problèmes avec les gens concernés qui sont transformés en personnages dans le livre. Il y a un peu de ça, j'ai l'impression en ce moment. C'est une vraie question sur la vérité et sur le courage quelque part de l'auteur à dire oui ou non si c'est la vérité et à s'y tenir. Et je pense à Angot, à Christine Angot, qui joue beaucoup là-dessus et qui
et qui est un peu une folle furieuse dans pas mal d'interviews quand on lui demande si certains de ces personnages, de ces textes sont autobiographiques. Alors que j'ai ma propre idée, mais j'ai l'impression que c'est un peu autobiographique. Sinon, pourquoi elle réagirait comme ça? Et donc, j'ai l'impression que le pacte de l'auteur avec lui-même et l'honnêteté de l'auteur avec lui-même, elle est un peu biaisée à ce niveau-là. Je serais intéressé de connaître vos vues là-dessus. S'il te plaît, Olivier, spécifie bien ta question. La question, c'est est-ce que l'auteur ment ou est-ce que l'auteur n'a pas le courage de sa vérité et de dire sa vérité? Bon, il ment toujours, si tu veux, d'une certaine manière. Voilà. Mais le truc, c'est qu'il sait pas qu'il ment. Voilà, c'est la fameuse sincérité dont on parlait. Ça, c'est la base, c'est la psychanalyse de base. Hein, c'est la relation imaginaire. Concernant l'autofiction telle qu'on l'a définie, si tu veux, qu'on soit clair, c'est un moment de l'histoire littéraire française qui a 20 ans, voilà, qui est très très circonscrit. Si on regarde l'histoire de la littérature, l'autofiction, je vais pas dire que c'est vieux comme le monde, mais moi j'aime beaucoup Vincent Colonna, qui est un essayiste dont on ne parle pas assez, qui avait écrit un livre formidable qui s'appelle, le titre est génial, Autofiction et autres mythomanies littéraires. Voilà, et lui fait remonter la fiction chez un auteur, chez Protagoras. Voilà. Et chez un sophiste, et également chez Lucien de Samosate, qui a écrit voilà des bouquins où lui réactualise et fait revivre dans ses fictions donc des philosophes qui sont morts il y a 4 ou 5 siècles. Vous voyez, on est déjà dans le roman, dans le délire, dans le pacte, etc. Donc encore une fois, il y a les vrais problèmes et les faux problèmes. Alors la question de la sincérité et de la vérité, faut pas non plus être sentencieux et psychorigide. Il est bien évident que si on dit des choses bizarres sous son vrai nom, on a envie de créer des effets de vérité pour troubler le lecteur. Après, on a le droit aussi d'essayer de troubler. Maintenant, aller gronder les journalistes parce qu'ils posent la question, alors même qu'on a attisé leur curiosité un peu obscène, je trouve ça un peu faux cul. Je vais le dire, tout simplement. Voilà. Alors après, ce qui est intéressant, c'est au regard de l'histoire littéraire de voir quand le moment prosaïque finalement a commencé en littérature. Souvenez-vous de Gérard de Nerval qui dit de manière bouleversante « J'étais un poète et je ne suis qu'un rêveur en prose ». Donc une dévalorisation de soi, une sorte d'exil du monde idéalisé de la poésie au profit de l'industrialisation de la littérature au XIXe siècle, avec évidemment la vie des fictions dans les journaux, des marchands de fiction. Vous voyez. En fait, cette question m'échappe un peu parce que elle est extrêmement circonscrite et y répondre me semble lacunaire si on ne prend pas en considération l'ensemble plus vaste dans lequel la question d'autofiction à la française, qui est déjà maintenant un peu vieillotte, hein, disons-le, s'inscrit. Voilà. Donc moi, j'ai jamais fait des dépressions nerveuses pour savoir si Christine Angot disait la vérité ou pas la vérité. J'ai jamais vraiment réfléchi en ces termes. Voilà. Moi, ça m'énerve. Moi, ça m'énerve un peu quand je vois ces interviews. Mais Catherine? Alors, moi, je répondrai avec un texte que j'ai amené là, qui est dans mon sac, un texte qui m'a beaucoup impressionné quand j'étais étudiante et que j'ai relu. C'est pas que parce que Michel Léris, on en parle pas mal en ce moment, mais c'est un texte que j'aime énormément. Ça s'appelle la littérature considérée comme de la tauromachie. C'est quand il a commencé, Michel Léris a toujours écrit plus ou moins des autobiographies, sauf quand il a écrit l'Afrique fantôme. Mais quand il a commencé d'écrire L'Âge d'homme, il a rajouté, quand L'Âge d'homme a été republié en 1946, il a rajouté cette très belle préface, la littérature considérée comme de la tauromachie, en parlant du risque. Et il dit que il n'y a de véritable littérature que sur cette bordure de la vie où on risque des choses et on risque sa peau, oui, quelque part. Il faut replacer aussi les choses dans le contexte. J'ai entendu une émission cet après-midi qui disait oui, la littérature considérée comme de la tauromachie, oui, voilà, c'était il avait 34 ans. Non. C'est très sérieux quand la tauromachie
il y a un risque de mort. Alors il dit évidemment, l'auteur, il risque pas sa peau quand il écrit un texte. Mais c'est ça dont on parle. On parle de cet enjeu qui fait qu'on dit des choses graves sur soi. Il faut replacer aussi le contexte de ce qu'il dit dans l'âge d'homme à cette époque. Il parle presque uniquement de sa vie sexuelle et des perversions de sa vie sexuelle. C'était quand même un grand bourgeois qui vivait d'une manière de grand bourgeois. Et puis tout d'un coup, voilà cet homme qui raconte ses perversions sexuelles. Moi, même aujourd'hui, j'aurais du mal à raconter mes perversions sexuelles. Il faut quand même replacer l'audace dans l'époque d'un Michel Leiris, grand bourgeois, anthropologue qui avait une grande position sociale et qui il parle de sa perversion. Il y a quand même énormément de courage. Alors c'est un petit peu là-dessus moi que ça me je veux dire écrire l'autofiction, d'accord, mais à condition qu'on soit comme si on était dans une arène et qu'on risque quelque chose. Il y a un risque, il y a vraiment un danger. Frédéric, tu parlais de mes livres. Bon, ils n'ont pas été bien accueillis dans ma famille. Il y avait beau avoir le mot roman dessus, tout le monde a compris. C'était vraiment. Je me souviens d'une interview à Marie Billedou qui disait que personne n'aime avoir un écrivain dans sa famille, généralement. Quand il y a un écrivain dans une famille, il y a plus de famille. C'est un peu ça. Donc, c'est tout le monde a. Bon, tout le monde s'est reconnu. Donc, et voilà, il est aussi là, le risque. Il est aussi dans la possibilité de se fâcher avec tout le monde et puis de mettre les pieds dans le plat. Mais bon, moi, Michel Leiris, il a parlé de ses perversions sexuelles. Moi, j'en serais bien incapable. Je veux dire, le mec, il a pris des risques à une époque. Alors, voilà, c'est un petit peu ça où je disais. Tu vois, à l'idée du risque ou l'idée du coucou, fais-moi peur, mais non, j'ai envie de dire la vérité, mais j'ai pas envie de dire la vérité, mais oui, mais c'est lui, mais je parlais de lui, mais je parle pas de lui. Tu vois, cette espèce de jeu comme ça, de jeu un petit peu obscène. S'il y a pas, non, mais c'est du feu, mais ça brûle pas. Je vais y mettre la main, mais c'est du faux feu. Et ça c'est un truc ça m'énerve quand même, parce que c'est du feu, ça brûle. Le feu, ça brûle. Et c'est ça l'intérêt, justement, d'écrire une autobiographie ou une autofiction. C'est qu'il y a un risque énorme à déballer sa vie. Houellebecq l'a fait dans les particules élémentaires. Il a déballé sa vie. Il déballe sa vie dans Sérotonine. Ce qui connaît Houellebecq, c'est Houellebecq, c'est lui. Il n'y a pas de souci. Il est comme ça dans la vie. Mais tu vois, c'est la discussion qu'on avait eue avec Olivier, c'est cette espèce de jeu je me fais peur, et puis tout d'un coup, j'ai envie de te faire peur, mais c'est pas de la peur. Je me cache, je mets un écran, je mets pas d'écran, et soit on le fait, soit on le fait pas. Une fois encore, ça revient à l'idée qu'on se fait de la littérature, et de la littérature considérée comme de la tauromachie, où on prend un risque, ou on n'en prend pas. Et quand on prend un risque, eh ben voilà, on prend le risque. Voilà, moi, je te dis, les livres ont été, ça n'a pas été un accueil chaleureux. Alors, il y a eu les lecteurs, mais la famille, c'est pas un accueil chaleureux. Je peux rebondir là? Pardon? Je peux rebondir là? Ah, bien sûr, vas-y. Alors, je parlerai du roman de Catherine. En fait, le roman de Catherine,
je pense qu'il n'a pas eu un accueil chaleureux. En même temps, Catherine, il a quand même été pas si mal accueilli que ça. T'es un peu dur. Je pense. Non, dans ma famille. Ah non, je te parle de moi. D'accord, je croyais que tu parlais du lectorat. Le truc, c'est que le roman de Catherine en 2003 sonnait très très différent de ce qui était pratiqué en France et s'inscrivait dans une perspective narrative, dans une conception du roman qui était beaucoup plus directe, brutale, primitive, pour le coup marquée d'une force, d'une vitalité existentielle qui est sous certains aspects plus anglo-saxonne. Voilà. Donc je pense que le public français était peut-être un petit peu pas habitué à ça, et à l'époque, l'autofiction, qui est un truc qui m'a jamais, je vais être franc, passionné, l'autofiction dominait d'une certaine manière les imaginaires, et puis le débat, tout simplement, journalistique, critique, voilà. Alors pour les RIS que j'aime bien, j'aime beaucoup cette période littéraire, qui est une grande période littéraire en France, formidable. Le truc, c'est que Michel Léris était fasciné par Raymond Roussel, et d'ailleurs, le père de Léris était occupé des affaires de la famille Roussel, qui était richissime. Voilà. Avec Roussel, c'est intéressant parce qu'avec Roussel, on touche le roman pur, si vous voulez. Et le roman pur, c'est quoi? Puisqu'on est là quand même pour parler un petit peu du roman. Le roman est-il mort, n'est-il pas mort? Non, il sera jamais mort. Tout simplement parce que le roman se réactualise et exige de nous, prend en nous des forces qui sont démentes. Tout d'abord, l'homme, l'espèce humaine, homme, femme, voilà. Nous sommes des êtres narratifs. C'est le premier point. Voilà. Pour Roussel, il y a quelque chose qu'on n'a pas le droit de lui enlever. C'est la force de l'imagination. Et je trouve qu'aujourd'hui, l'imagination est en crise, si vous voulez. Je trouve qu'il y a une pauvreté de l'imaginaire, voilà, dans le roman qui se dit littéraire. Ça, c'est certain. Voilà. Un type comme Raymond Roussel, il est mort de son imaginaire, si vous voulez. Et ça, c'est du roman pur. Vous voyez? C'est très, très compliqué, la littérature. Et c'est pour ça, moi, j'aime bien quand on parle des auteurs. Parce que chaque livre est une singularité. Et c'est ça qui est intéressant. Vous voyez, avoir des idées générales sur les livres, c'est intéressant, bien sûr. Mais on découvre beaucoup de choses à chaque fois quand on interroge les auteurs. Voilà. Alors, je reprends les thèses d'Annie Lebrun, qui est formidable, et qui a écrit un très très beau livre sur Raymond Roussel, qui s'appelle 20 000 lieux sous les mots. Voilà. Et elle montre bien que Roussel, c'est pas une machine à produire du texte inlassablement, c'est quelqu'un qui s'est noyé dans son imaginaire. Donc, le roman aussi est au-delà du pacte de sincérité, de vérité. C'est aussi, si vous voulez, l'activation d'un plaisir éventuellement torrentiel, qui est celui de l'imaginaire. Raymond Roussel en est mort. Voilà, ça donne impression d'Afrique. Et l'Afrique fantôme de Roussel, de Léris. Léris a en tête en permanence Raymond Roussel, qui pour lui était quelqu'un d'indépassable. Parce que pour le coup, il a laissé sa peau. Et Léris le sait parfaitement. Voilà. Alors moi, c'est une période qui me fascine, qui est une des grandes périodes de la littérature française. Donc je suis heureux qu'on puisse citer Léris. Et la manière d'appréhender la littérature à l'époque, qui me parle, moi, à titre personnel, qui me parle beaucoup. Voilà. Mais je voudrais vraiment, le débat est très intéressant, je voudrais vraiment qu'on prenne acte de la pluralité des formes, des récits et des expériences individuelles, parce que le roman en soi, ça veut rien dire. Et, voilà. Mais je crois que Catherine. Oui, mais tu sais, Frédéric, il y a quand même un truc incroyable. C'est-à-dire que quoi que tu fasses et que tu présentes à ton éditeur, lui, il a toujours l'étiquette roman à mettre dessus. Tu vois, il voudrait, les éditeurs ne sont, alors je suis d'accord, on va pas entrer dans mais il y a toujours cette étiquette roman. Combien de fois, moi, je me suis battue pour dire, mais sinon, c'est pas un roman, c'est une autobiographie. Ah oui, non, mais on peut pas mettre autobiographie, sinon on aurait des ennuis. Donc, roman. C'est très intéressant. Alors moi, je peux répondre. Combien de fois, si. Alors en fait, c'est parce que ce sont malheureusement des préoccupations marketing, si vous voulez. Oui, tout à fait, oui. Et c'est le marketing qui aussi, et il faut l'admettre, ça fait mal de l'admettre, mais c'est aussi le marketing qui crée la littérature. Vous voyez? Et quand on marque roman, c'est parce que c'est le super genre. Donc tout le monde se sent obligé de faire ça. Mais le problème, c'est que pour le coup, on va sur des pistes, des fois un peu fallacieuses, parce que le roman ne correspond pas à tout le monde. Et c'est dommage. Donc il y a beaucoup de gens qui ont du talent qui vont se fourvoyer là-dedans, alors que c'est pas leur truc, et qui ratent leur vocation d'écrivain. Ça, c'est certain. Voilà. Après, par exemple, pour la littérature noire, que je connais, ce qu'on appelle le roman noir, j'ai une copine là Stéphanie Delestré, elle est extra, elle dirige aujourd'hui la série Noire là chez Gallimard. Et c'est la première fois qu'une femme, dirige la série Noire chez Gallimard. Et Stéphanie Delestré a fait une thèse sur le roman noir. Et elle montre très très bien que dans les années 20-30 en Amérique, c'est le marketing qui a créé la catégorie roman noir.
Le roman noir, il n'existe pas comme ça. Parce que le roman noir, on peut l'envisager dans le roman gothique anglais, chez Sade, dans le roman d'aventure à la fin du 19e en Angleterre, en France. Vous voyez, il y a plein de manières d'envisager les choses. Voilà. Donc, c'est ce que je disais, en fait. Il faut vraiment voir la littérature comme quelque chose qui s'inscrit dans un ensemble de pratiques sociales, de pression culturelle par les médias, par les supports, etc., etc. Voilà. Mais le roman s'invente, se réinvente, s'invente et se réinventera tout le temps. Vous voyez. Après, ce qu'on peut interroger, c'est effectivement la qualité esthétique des œuvres, et puis là où on situe la littérature, parce qu'elle nous intéresse, nous, comme écrivains. Voilà. Alors sur ce plan, Catherine est tout à fait en cohérence avec elle-même, lorsqu'elle parle de cette force et de cette exigence, et de ces dégâts que peuvent engendrer les grands livres chez leurs auteurs. Alors Raymond Roussel, que j'ai cité, en est mort. Il est mort le 14 juillet 1933. Voilà, il était tout jeune. Voilà. Le marquis de Sade a passé près de 40 ans en prison. Vous voyez, la littérature, évidemment qu'elle est destructrice, mais on le sait. Ça, c'est comme ça. Mais c'est pas toute la littérature qui est destructrice. C'est une part de la littérature que nous on aime éventuellement et qui est comme ça. Mais toutes les littératures sont pas destructrices. Gaston Leroux et le roman populaire, c'est pas destructeur, mais ça fait plaisir aux gens, hein. Et ce plaisir a grande dignité aussi. Voilà. Effectivement, bonne transition. On va passer en fait au P de production, qui est vraiment lié à ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'il y a un public. Là où il y a un public, il va y avoir des livres qui vont sortir. Et on a l'impression que donc chaque rentrée littéraire, il y a 500 nouveaux romans qui vont sortir, avec certains très bons et d'autres moins bons. Et puis en plus, il y a les autres romans, les autopublications, tous les romans qui sont publiés sur la plateforme Amazon, etc. Donc on a l'impression qu'il y a une pléthore de livres de qualité variable. Et moi, ce que j'observe aussi, c'est un peu la prévalence de l'histoire sur le style. Et pour moi, être écrivain, c'est pas simplement raconter une histoire, c'est raconter une histoire avec un style. Et là, se pose la question de comment créer un style, comment apprendre à avoir un style. Tu mentionnais Deleuze tout à l'heure, Frédéric. C'est Deleuze qui a dit le style, c'est parvenir à bégayer dans son propre langage. Et je crois que d'arriver à trouver ce bégaiement. Et je crois que pour arriver à trouver ce bégaiement, ça demande un grand travail, un travail sur soi. Et d'ailleurs, donc, la troisième observation, c'est les écoles d'écriture. Donc, les mots, par exemple. Quel rôle peut jouer les écoles d'écriture et les mots? Et est-ce que ce rôle est suffisant pour apprendre aux gens non seulement à raconter l'histoire, mais à la raconter avec un style, parce que pour moi, c'est ça la définition d'un romancier. C'est de trouver un style, parce que le style, c'est ça, c'est la vision du monde qu'un écrivain va donner. Et pour moi, c'est ça la définition d'un romancier. Tout ça pour dire que ma question, c'est est-ce que la production de romans aujourd'hui répond-elle encore à une logique artistique? Oui ou non? Mais je dirais oui et non. Parce qu'il y a une très grande vitalité de l'édition française, qui est unique au monde. Il y a des maisons d'édition qui se créent tout le temps. Des petites maisons d'édition qui publient des choses incroyables, qui n'ont pas d'écho parce qu'elles sont trop petites. Vous voyez, il y a plein de cas de figure. Donc, je dirais que la logique industrielle est effectivement présente, très puissante, mais qu'en même temps, il y a des logiques de création qui sont tout à fait là et qui sont, il me semble, plus puissantes et plus intéressantes qu'il y a une vingtaine d'années. Et je pense que la création d'une école comme les mots s'inscrit finalement dans ce grand magma français qui reçoit et qui accepte. Voilà aussi des choses qui sont pas mal chez les anglo-saxons, à savoir l'idée que écrire, c'est aussi un partage, c'est une pratique, il y a des choses bien qui vont sortir, des choses moins bien, voilà. Mais les mots, permet aux gens d'essayer, hein, et après c'est à eux de faire leur petit chemin. Ça, on leur apprendra jamais. Hein. On va pas apprendre à un écrivain à trouver sa vérité, sa voix, sa forme et son style. Après, on peut le comprendre, on peut l'entendre, on peut lui donner des pistes.
Voilà. Mais moi et Catherine, on vient d'un autre monde, mine de rien, parce que le creative writing, quand moi j'ai commencé à écrire, mais ça n'existait pas. On considérait que les ateliers d'écriture, c'était pour les pecnos, c'était de l'animation socioculturelle. Et donc, si vous voulez, il y avait une triangulation. Vous voyez, la sociologie, il faut la faire. Si on fait pas de sociologie de la littérature, on la comprend pas. Je suis désolé. Voilà. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait une triangulation très très forte entre les journalistes qui commentaient et qui validaient, qui mettaient les bons points sur les bouquins. Il y avait les écrivains qui écrivaient et il y avait les libraires qui vendaient. Vous voyez, aujourd'hui, tout ça, ça a vraiment éclaté. Hein, donc il faut repenser le champ de production des textes aujourd'hui qui a complètement muté en 20 ans, et je pense que les mots s'inscrivent dans cette dynamique avec des propositions, il me semble, très très intéressantes pour les gens. Alors, dernière chose sur le creative writing, quand le creative writing s'est institutionnalisé en France, notamment à l'université, avec par exemple la filière DESS de création littéraire à Paris 8, dirigée par Lionel Ruffel et Olivia Rosenthal, ils ont été, je pense, dans mon souvenir, un petit peu snobés, parce qu'on considérait, toujours avec ce préjugé français un peu prétentieux, qu'on n'apprend pas à écrire. Mais encore une fois, il y a les vrais et les faux problèmes. C'est un faux problème. Il est vrai qu'on n'apprend pas à écrire, mais en même temps, on apprend à écrire parce que c'est une pratique routinière et que moi, j'ai été, je parle pour moi, j'ai participé à quelque chose qui s'appelle l'école depuis ma plus tendre enfance. Et à l'école, on m'a appris à écrire. Donc dire qu'on n'apprend pas à écrire, c'est faux. Vous voyez. Après, faire le grand saut dans la grande chose et dans la grande folie personnelle, ça, c'est une autre paire de manches. Mais dire qu'on n'apprend pas à écrire, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà. Très bien. Mais je suis d'accord avec toi, Frédéric. Et d'ailleurs, je garde en mémoire l'atelier qu'on a fait ensemble. Et pour moi, tu nous as vraiment poussé à justement à vouloir raconter des choses qui transportent le lecteur. Je crois qu'il y a la pratique de l'écriture et l'histoire, mais il y a aussi quelque part la mentalité qu'il faut avoir pour créer des textes intéressants. Et je crois que toi, dans tes ateliers, tu pousses. Alors là où tu pousses les gens à faire ça du simple geste. Catherine a absolument raison quand elle parle de la nécessité, de la vérité, du style et de la force que cela exige. On est tout à fait d'accord. Mais ça l'atelier d'écriture ne le donne pas. Par contre, on peut donner de la confiance. On peut montrer des choses. On peut essayer de déceler des pistes et de les désigner comme pistes pour les auteurs. Voilà. Après, leur folie intérieure, c'est la leur. Et ça, on n'y peut rien. Hein. Voilà. On va pas faire le livre à la place de quelqu'un d'autre. Vous voyez. Mais il y a une possibilité de confiance qui n'existait pas quand moi j'ai commencé à écrire. Quand j'ai envoyé mes manuscrits, alors mon premier manuscrit avait été accepté et puis il avait été refusé. C'est violent quand même. Hein. J'ai déjà été insulté par un éditeur qui n'a pas signé en fait les insultes qui m'avaient été formulées. Hein. Et mon premier roman, il a été publié. J'avais envoyé mon manuscrit sous pseudonyme. Oui. Mais ce que je veux montrer par là, si je veux rien montrer, pas démontrer, mais la fiction, l'imagination et la folie littéraire, ça on partage, ça, moi et Catherine on partage l'idée de folie littéraire qui transcende tous les genres, voilà, on s'en fout un peu, roman par roman, voilà. Ce que je veux dire, c'est que la folie littéraire, elle existe avant même le cinéma social. Et moi, en ayant inventé un pseudo débile, je m'appelais Beau Vestiaire, voilà, Beau Vestiaire. Ben voilà, un jour mon téléphone a sonné et on m'a dit « Bonjour, pourrais-je parler à monsieur Beau Vestiaire ?» Et j'ai su que j'allais être édité rien qu'avec ce coup de fil, avec ce téléphone que j'ai décroché. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la littérature, elle est plus forte que la société quand on va sur ce terrain-là. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Voilà. Et ça, c'est la folie littéraire, elle est dévastatrice et elle est inarrêtable. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant de questionner ça que de questionner la fin du roman, pas la fin du roman, etc. On peut dire des choses très très intéressantes. Mais je pense que partir de ça, c'est plus fécond d'une certaine manière. Voilà. Oui. Et je crois que justement pour parler et après je laisserai parler Catherine. L'école des mots effectivement participe à ça parce que cette folie littéraire quelque part c'est un peu la mousse en haut d'une bière. Et donc il faut plus on a de gens qui
qui discutent et qui sont passionnés autour de l'écriture et de la lecture, bah, ça va faire sortir quelques beaux textes, quelques talents, quelques vocations. Sans quoi, effectivement, il y a 20 ans, ça n'aurait pas été possible. Et je suis sûr qu'il y a 20 ans, il y a des bons manuscrits qui moisissent dans les tiroirs et qui n'ont pas été sortis parce qu'il n'y avait pas d'école comme les mots. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi de ce point de vue-là. Catherine. Tu sais, c'est différent ici. La solitude est très grande. Tout à l'heure, on te disait qu'il y a presque pas de librairie. L'auteur en Australie n'a pas le statut qu'il a en France. Ici, on est vraiment c'est rien d'être un auteur. Il y a pas de, je le dis même pas à mes voisins. Mes voisins, ils savent pas ce que je fais. Ils pensent que je suis prof, voilà. Il y en a très très peu. Donc, il y a pas du tout de statut. Donc, pour moi, une école comme ça, c'est la première qualité, c'est de sortir de la solitude. Je crois que c'est ça qui me fait le plus souffrir en tant qu'auteur. Je crois que si j'avais été en France, ce serait la même chose parce que je vivrais certainement dans les mêmes conditions. Je crois que ce qui fait le plus souffrir quand on est auteur, c'est la solitude. Apprendre à écrire, oui, pourquoi pas, mais c'est surtout être avec d'autres. Je racontais à Olivier que j'ai travaillé à la fac dans une sorte de truc qui s'appelait recherche sur la littérature, séminaire de recherche sur la littérature, blablabla. Et il y avait d'autres auteurs avec moi et je me suis jamais sentie aussi seule qu'au milieu des autres qui ne voulaient jamais partager leurs idées. Au cas où je leur aurais piqué leurs idées ou au cas où dans les couloirs on aurait entendu. Mais tu sais, c'était ça le milieu universitaire. Ils ont peur de tout. Tout leur fait peur, ils ont peur de leur propre ombre. Donc, quand j'ai eu un boulot dans ce truc-là, je me suis dit, c'est génial, on va avoir des conversations extraordinaires. Penses-tu, les conversations, on n'en avait pas. Personne ne parlait à personne. Et je crois que je me suis jamais sentie aussi seule que dans cette université, que j'ai quittée, du reste. Mais je crois que le métier d'écrivain, c'est un métier de solitaire, mais c'est une solitude de souffrance. Il y a vraiment des moments où on aimerait bien prendre le téléphone et pouvoir échanger des idées sur un manuscrit ou qu'on piétine sur un manuscrit ou on piétine sur une idée ou juste un titre, tu vois, piétiner sur un titre. Mais simplement rompre cette espèce de truc parce que je crois qu'il n'y a pas de métier plus solitaire que d'être un écrivain. C'est vraiment, on est devant sa page toute la journée, tout seul. Et puis, tu vois, par exemple, bon, en habitant Paris, c'est bien. Les gens te disent, ah ouais, t'es écrivain, c'est intéressant. Mais ici, tu le dis même pas. Tu dis même pas que t'es écrivain. Je sais pas si je disais que j'étais, je sais pas moi. Un métier intéressant, entraîneuse d'une équipe de foot. Ouais, alors les gens ils me demanderaient des tas de trucs. Il serait entraîneuse d'une équipe de, tu sais, les gens là qui mettent des ballons dans une sorte de chose comme ça rond là, tu vois, je sais pas comment ça s'appelle. J'aime pas ça. Ça m'énerve. Tu vois, mais là, il me dirait, ah oui, alors ça, c'est vachement intéressant, c'est une équipe de filles, hein, tu vois, alors le rugby féminin. Mais écrivain, ils s'en foutent littéralement, tu vois, il n'y a pas de... Alors voilà, alors non seulement, tu peux pas en parler avec les universitaires, mais en plus, tu ne peux même pas en parler avec tes voisins. On en parle ensemble ce soir. Voilà, c'est pour ça que... Allez, voilà. C'est pour ça que, merci l'Internet. Merci les technologies nouvelles. Exactement. Après, sur la question du style, il est évident qu'il y a malheureusement une sorte de scénarisation du roman. Et il y a beaucoup de gens qui publient ce qu'on appelle des romans aujourd'hui. C'est vraiment pas terrible du tout. Et c'est finalement du scénario écrit. Vous voyez, il n'y a pas d'écriture. Voilà. Donc ça, c'est. D'accord avec toi. Ouais. C'est incontestable. C'est incontestable. Hein. Donc il y a des recettes. Voilà. Mais la littérature, c'est évidemment aller au-delà des recettes. Hein, on est bien d'accord. Alors, il y a des logiciels, éventuellement, qui vous construisent des romans. Voilà, aux USA, ils font ça. Bientôt, il y aura de l'intelligence artificielle pour écrire des fictions.
Mais la folie littéraire, elle est au-delà de ça. Jamais l'intelligence artificielle, elle pourra lutter contre la folie littéraire de gens qui sortent des bois et qui surgissent du néant, qu'ils soient déjà dans le néant, dans le désert en Australie, ou qu'ils soient dans le néant d'une salle de conférence avec 400 personnes. On ne sait jamais ce qui se passe. Et c'est ça qui est aussi absolument formidable. Hein, voilà. Alors pour le roman, il faut aussi penser les supports quand même, hein, parce que le web a changé beaucoup de choses. Hein, le web, l'audiovisuel, avec la contamination des pratiques narratives, avec l'influence des séries, etc., etc. Vous voyez, c'est pour ça que c'est très très compliqué quand on parle du roman. Ça éclate, ça déborde de partout. Ce qui est intéressant, c'est de voir finalement comment la nécessité individuelle s'inscrit dans un environnement, voilà, et comment elle arrive à exister ou pas. Alors, parce que la littérature, c'est pas simplement ce qui est publié. La littérature, c'est ce qui est désiré aussi, et qui est avorté pour plein de manières, parce qu'on n'y arrive pas, parce que c'est pas bon, parce que la société vous dit non. On appelle ça le refus dans les maisons d'édition. Il y a des très bons livres évidemment, des bons manuscrits qui sont refusés. C'est une évidence. Alors, je vous invite, si la question vous intéresse, à lire ce livre extraordinaire de Jean-Yves Joannet, qui s'appelle Artiste sans œuvre, et qui interroge tout ça, tout le négatif de la création, tout ce qui fait qu'il y a de la souffrance, du désir, mais que ça n'existe pas socialement. Voilà. Ça, c'est pas non, c'est des très très grandes questions. C'est-à-dire que la littérature, on la pense uniquement avec ce qui existe, et ce qui éventuellement, comme on est dans un monde capitaliste, avec ce qui a du succès. Mais la littérature, c'est pas ça, bien évidemment. Hein, ouais. On a des grandes questions. C'est un peu la partie immergée. C'est la partie immergée de l'iceberg. Évidemment, il existe, c'est rien du tout. Moi, je le vois bien au mot. Tous les gens ont envie de publier d'une manière ou d'une autre. Alors, on peut leur montrer des choses sur la littérature, leur présenter de grands auteurs, voilà. Mais après, c'est à eux de trouver leur vérité, voilà. Mais ce désir de littérature, il est là. Et en ce sens, il y a vraiment un espace littéraire, pour le dire comme Maurice Blanchot, qui existe. Et il n'y a pas que l'écrivain qui appartient à l'espace littéraire. C'est aussi l'espace du lecteur, de l'éditeur, qui lui désire faire du texte. Il y a des vrais fous chez les éditeurs. Vous voyez, tout un ensemble. Voilà. Mais je dirais que ce qui existe, c'est que effectivement, la part visible de l'iceberg, la littérature, c'est un continent négatif. C'est indéniable. Indéniable. C'est la foire aux atrocités. C'est évident. C'est un film d'horreur, la littérature. Tout ce qui se désire, mais oui, voilà, tout ce qui se désire, tout ce qui va jamais exister, tout ce qui est moche, tout ce qui est raté. Si vous voulez, c'est vraiment, c'est la fac de médecine avec les fœtus dans le formol. C'est la littérature décadente. Non, mais c'est vrai. Vous voyez? Après, c'est pas pour ça, c'est sûr, si on va jalouser les gens qui vendent 30 ou 40 000 bouquins, mais qui font des livres qui vont être aussi vite oubliés, l'histoire littéraire, elle a jamais fonctionné comme ça. Elle a jamais fonctionné comme ça. L'histoire littéraire, elle prend pas en considération nécessairement les best-sellers du présent. Vous voyez, c'est voilà, tellement de choses à dire. Frédéric, je vois que la montre tourne, donc et je voudrais juste parler un peu de nouvelles technologies justement avant qu'on passe aux questions donc des auditeurs et des spectateurs. Donc c'est le P comme prix, et je sais qu'on a discuté, Frédéric, et tu as mentionné qu'il allait avoir un prix Instagram littéraire qui allait être créé. On a vu, enfin on voit en ce moment un peu un autre monde en fait. C'est le web littéraire populaire avec le monde des booktubeuses que tu décris très bien dans ton livre Betty Book. Et je sais par ailleurs donc que tu as certains projets dans cette sphère-là, sur Twitter, sur Instagram, Frédéric. Et donc ma question, c'est cette folie littéraire que certains ont, et pour moi c'est un don, c'est un cadeau, enfin un cadeau et un peu un enfer, mais un cadeau quand même. Qu'est-ce qu'on peut faire de cette folie littéraire avec les nouvelles technologies? Enfin, quelles sont les nouvelles formes d'écriture auxquelles on pourrait penser pour donner une vie à cette folie littéraire, mais en rapport avec Twitter, avec Instagram? Et je commence par toi, Frédéric, parce que je sais que tu as des projets dans ce niveau-là. Donc, quelles sont tes vues là-dessus sur le rôle des nouvelles technologies dans l'écriture et dans la folie littéraire dont tu parlais? Alors, pour moi, ce sont moins des projets que des invitations qu'on m'a lancées. On va bien être clair. Voilà. Donc, pour moi, ça relève plus d'expérience qui m'intéresse. Voilà, mon espace est quand même avant tout l'espace du texte que je pratique finalement un peu à l'ancienne, à savoir qu'un livre est un livre. Je tiens tout de même à être clair. Voilà, il s'avère que par le hasard des choses, moi, je suis pas un inconditionnel. Je suis abonné aux réseaux sociaux, mais je publie relativement peu
ça m'angoisse beaucoup. Je me sens beaucoup plus libre dans un livre pour raconter n'importe quoi que sur Twitter ou Facebook. Ça m'angoisse beaucoup. Voilà, paradoxalement. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut parfaitement faire. Moi, j'ai à la demande, à l'invitation d'une Instagrammeuse qui s'appelle Bernadette Pivote. Vous voyez le jeu parodique, le monde social de la littérature qui est parodié sur les réseaux sociaux. On avait fait il y a 3-4 ans un petit roman, comment on appelle ça, un petit roman feuilleton en ligne, mais très bref, uniquement avec des tout petits textes. Là, j'ai été invité pour réécrire avec d'autres auteurs des passages de Madame Bovary en mode tweet, voilà. Mais c'est plus de l'expérience. 140 caractères. Voilà, c'est plus de l'expérience que de la grande littérature, on va bien être clair. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que les supports numériques permettent la prolifération d'expérience. Voilà. Alors peut-être qu'il en sortira des grandes choses. Je suis bien incapable de le dire, mais ces grandes choses, elles ne viendront pas de moi. Je suis trop incapable, on va dire, avec les nouvelles technologies, et je suis trop marqué par ma formation, par mon expérience de lecteur. Ça me concerne pas vraiment. Après, ça m'amuse ponctuellement de participer, mais sur le mode du jeu, parce que la littérature est extrêmement sérieuse, mais elle est aussi extrêmement drôle. C'est les deux à la fois. Ouais, c'est un jeu sérieux, c'est du sérieux qui joue, c'est voilà, c'est tout ça. Mais il est bien évident que les choses changent et qu'il y a un prix Instagram, c'est très intéressant parce que là on peut presque proposer, si vous voulez, une lecture marxiste des choses. C'est qu'il y a une compétition entre la critique institutionnelle et les prix institutionnels et les prix populaires sur les réseaux sociaux. Et c'est tout simplement un groupe de gens qui se disent, nous aujourd'hui on a les moyens d'exister, vous nous emmerdez, on va dépoussiérer votre affaire, et c'est nous qui prenons le pouvoir à notre manière, et on a envie d'exister comme on a envie d'exister. Oui. Donc la création de ce prix Instagram, c'est pas neutre du tout. Voilà. Alors, mon petit livre, Petit Book, c'est un livre, c'est une satire. Ce qui m'intéressait, c'était d'analyser. C'est pas mon livre le plus personnel, mais moi, ce qui m'intéressait, c'est de faire une sorte de comment on va dire ça, de panorama, de focus sur les mutations de la critique littéraire et du statut de la critique, qui est quelque chose que je respecte beaucoup et qui m'intéresse beaucoup à l'heure voilà, de l'entrée en jeu de nouveaux acteurs, singulièrement les booktubeuses, qui sont souvent des gens de milieu très très modestes, si vous voulez. Hein. Mais le web donne accès à des jeunes filles, à des jeunes hommes aussi, de partager un discours critique et des enthousiasmes. Alors après, on peut trouver que c'est pas élaboré, très bien élaboré, très intello, ce qui est souvent absolument vrai, mais c'est pas pour ça que c'est méprisable. Bien au contraire, ça existe. Moi, je suis pour que les choses existent. Après, il en sort ce qu'il en sort. Hein, voilà. Mais il est indéniable qu'il y a un coup d'accélérateur et des vraies mutations dans le paysage littéraire sous l'impulsion des nouveaux acteurs du web littéraire. Je vous donne un exemple très simple. En 2003, quand j'ai interrogé Catherine, les booktubeuses n'étaient pas vraiment là, mais si elles avaient été chez Gallimard demander un bouquin, elles seraient pris un coup de fusil. Aujourd'hui, Gallimard envoie des caisses de livres aux booktubeuses pour faire de la prescription. Vous voyez? Et ça, c'est des réalités à prendre en compte. Je suis désolé. Ça peut toujours être pénible de faire de la sociologie, mais c'est pas de la sociologie. C'est prendre en compte tout simplement la réalité. Voilà. Alors, je dirais pas des choses très très intéressantes sur les possibilités d'innovation avec les nouvelles technologies. Je dis simplement qu'elles existent et qu'il faut les prendre en compte. Voilà. Oui. Et j'ai lu, pour rebondir à ce que tu dis, Frédéric, et après je vous laisserai parler Catherine. C'est aux États-Unis, il y a les ventes de livres numériques ont dépassé les ventes des livres physiques. En fait, l'article que j'ai lu racontait que à partir des données, donc du big data, donc des données qui sortaient des liseuses, etc., ils pouvaient analyser sur l'ensemble de ces lecteurs qui allait arrêter de lire un livre à telle page, si les lecteurs ils allaient zapper quelques pages qui ne leur plaisaient pas, et avec des données en fait assez intéressantes pour l'écrivain, pour qu'il s'améliore quelque part. Donc effectivement l'artificielle intelligence dont tu parlais, Frédéric, j'y crois pas non plus pour créer des grands romans, parce qu'il n'y a pas la folie littéraire et c'est dur de la reproduire avec un algorithme. Mais je me demandais si ces données, si les e-books pouvaient quelque part, les données de ces e-books pouvaient peut-être aider les écoles d'écriture, par exemple, à améliorer le style justement ou l'acte d'écriture des apprentis écrivains. Mais là on parle pas de style, on parle de structure dramatique. On fait du scénario avec du roman, on parle pas du tout de style. Le style c'est pas ça. Ouais. Le style c'est des mots, c'est une phrase qui vous éblouit et qui vous propose une vision du monde extraordinaire.
Donc pour moi pour moi ça c'est rien du tout. Si vous voulez, c'est du conditionnement, c'est de la dictature, c'est de la tyrannie, et c'est inquiétant. Voilà. Alors, il faut savoir que vous voulez ça, il y a une sorte de police morale qui relie les manuscrits pour voir si on n'est pas méchant vers telle ou telle communauté, c'est délirant. Il y a deux choses, après je laisse parler Catherine parce que je suis bien bavard. Il y a tout d'abord la question du marché des e-books. Il faut faire très très attention. Parce que les chiffres, on n'est jamais précis avec ça. C'est aux USA, quel type de livre? C'est des livres de cuisine ou c'est de la littérature? Voilà, attention. Parce que la littérature, à ma connaissance, elle se vend pas tant que ça en e-book. Premier point. D'accord? Par exemple, en France, les e-books n'ont jamais vraiment pris parce qu'il y a une sorte de politique des prix qui fait que les livres au format numérique sont très très chers. Donc il y a une sorte d'alliance, qui est justifiable, hein, évidemment, entre les libraires et le monde de l'édition pour faire que ça marche pas vraiment. C'est-à-dire que la littérature en France sous forme de e-book, c'est 3 fois rien. Alors aux USA, il faut faire attention. Je suis pas sûr que la littérature sous forme de e-book, elle soit si vendue que ça. Hein, attention. Quand on dit les livres, de quoi on parle? Hein, on parle des livres pratiques, des livres de jardinage. Attention. Voilà. Maintenant, ce qui est pour du conditionnement quasi pavlovien des écrivains à partir de la standardisation et de l'intelligence artificielle, là, on a envie de vomir. Moi, ces gens-là, j'ai aucun respect pour eux, si vous voulez. Là, on est en guerre. Et Catherine, elle va être en guerre avec moi, je m'en doute. Voilà. Voilà, la passion. Je la laisse parler. Oui, alors là, entièrement d'accord. Imagine, tu sais, c'est vraiment le fantasme de se retrouver dans un train et d'avoir en face de soi dans un compartiment quelqu'un qui lit un de tes livres et de voir ses réactions. Tu vois, s'il saute des pages et dit, attends, page 18, ah oui, non mais c'est vrai, c'était pas bon, page 18, entre la page 18 et la page 25, c'est vrai que... Et de toute façon, alors, les nouvelles technologies, moi, ça m'emmerde, je n'y crois absolument pas, parce que moi, je viens du 19e siècle. Qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai voulu être écrivain. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée faire des études de lettres. J'ai appris beaucoup de mes professeurs, auxquels je rends hommage, qui étaient des gens extraordinaires, qui m'ont tout appris, Et voilà, je suis allée faire des études de lettres et puis ensuite, à la fin, il y avait qu'à passer un concours pour être prof. Ça, je m'en étais pas rendu compte. Mais tout ce que je voulais, oui, non, mais j'avais pas vu le problème. J'avais pas vu qu'à la fin, il n'y avait qu'une seule issue. Mais voilà. Donc, je viens de cette école-là, où on apprenait, son métier d'écrivain en allant faire des études. Et puis, à la sueur, on faisait ça à la sueur de son front, dans une solitude totale. Donc, les blogs, tout ça, j'ai pas le temps. Le métier d'écrire, ça prend déjà trop de temps. Et puis tout le reste, c'est bien. Alors c'est bien. Je suis entièrement d'accord avec toi, Frédéric. Ça existe, c'est bien. Mais tu sais ce que je vois? Pour moi, c'est une génération. C'est une autre génération. C'est plus ma génération. Moi, je suis, tu sais, j'ai encore des cahiers, j'écris encore. Tiens, regarde, tu vois, j'ai encore mon petit cahier là où j'ai mis toutes mes petites notes pour aujourd'hui. Tu vois, c'est tout écrit à la main. C'est ce que je dis parfois aux gens. Vous vous souvenez de cette époque-là où on écrivait comme ça? C'est comme ça que tu écris tes romans? Non, mais je retravaille énormément à la main. Je fais des 5, 10, 20 différents manuscrits et tout est retravaillé, et je rentre les nouvelles corrections à l'intérieur et je rentre les nouvelles corrections à l'intérieur. Tu vois, ça fait un système comme ça mais oui, tout est fait à l'ordinateur et à la main. Mais c'est ça, tu vois, c'est ça. C'est les nouvelles technologies. Moi, ça me dépasse. C'est plus ma génération. Moi, j'arrive d'un autre siècle. Je suis d'un autre siècle. Je suis d'une autre époque. Frédéric, tes livres, tu les écris à la main dans un carnet ou sur l'ordinateur directement? Ou comment ça se passe? Moi, je les écris à l'ordinateur, mais j'ai une relation très physique à l'ordinateur. Et je me souviens un jour, j'étais dans le train, je tapais trop fort sur mon ordinateur comme un fou furieux. Et le mec devant s'est retourné, m'a dit arrêtez, j'en peux plus. Voilà. Donc voilà. Donc là, ce que je retiens, le partage, voilà, d'expérience tout simplement entre moi et Catherine, c'est l'énergie et la physique de l'écriture. L'écriture, c'est le corps. Voilà. Ouais. L'écriture, c'est pas la tête, c'est pas vrai. L'écriture, c'est le corps. Le corps qui passe dans les mots. Ouais, et cette charge-là, c'est pas l'intelligence artificielle et les logiciels
fait par des start-upers stupides et incultes qui va apprendre ça. C'est évident. Hein, voilà. On est d'accord. Voilà, on est arrivé à un consensus final. C'est super, vraiment, c'est le nirvana maintenant. Et j'espère qu'on va pouvoir répondre un petit peu, Catherine, bien sûr. Oui, exactement. Je vois l'heure qui tourne, donc je vais demander à Charlotte de revenir en scène. On a beaucoup parlé, mais on aimerait bien traiter donc les questions du public. Bonjour à tous, rebonjour, merci, hein, c'était passionnant. J'ai reconnu la ferveur de Frédéric, et puis Catherine, j'ai découvert ce que tu me disais, à quel point tu étais emballée quand tu discutais. Donc, Catherine, pour ceux qui ne la connaissent pas, je les invite à la découvrir, voilà. Ouais. Mais je suis quelqu'un de dur en affaires. Hein, elle est dans ce bras de fer avec la vie, avec l'exigence. Voilà. C'est pas quelqu'un qui triche, Catherine. Non, on sentait beaucoup de passion dans ce que vous disiez et c'était passionnant. Merci, mais je suis en train de me demander, Olivier, si tu as vraiment besoin de moi parce que je vois que, enfin, j'ai suivi comme il n'y avait pas 21 000 questions. Finalement, je pense que vous les avez sous les yeux. Frédéric, j'ai vu que tu avais répondu à Sandrine et Xavier. Non, je leur dis, voilà, s'ils veulent, ouais. On peut leur parler. Hein. Donc, peut-être on peut les reprendre dans l'ordre, mais à moins, Frédéric, comme j'ai vu que tu les avais regardés, est-ce que tu as une réponse peut-être globale à faire ou tu veux les reprendre Non, je crois qu'il faut prendre question par question. Tout d'abord, la première question de Sandrine. Ouais. Alors, voilà, elle nous demande, elle nous interroge sur la qualité des personnages des romans imaginaires. Ben, moi, je lis dans la littérature de genre, dans la littérature souvent qui propose une interrogation politique du monde, je lis de très très bonnes choses. Alors effectivement, c'est une conception peut-être classique du roman, placée sous le signe de la cohérence, etc. Il n'y a pas de déconstruction du roman en tant que tel, mais je vois de très très bonnes choses. Hein, et voilà. Encore une fois, pour moi, c'est un faux problème. Et il faut respecter cette littérature qui, à titre personnel, moi, me plaît. Hein, j'ai un copain qui a écrit des bouquins là sur les zombies, voilà, à Paris. J'y prends mon plaisir et ça me fait plaisir de voir qu'on peut vitaminer le roman avec des choses auxquelles on ne s'attend pas. Hein, mais le personnage est une donnée stable et à ce titre, le personnage n'est absolument pas mort. Voilà. Catherine, est-ce que tu as la question sous les yeux de ton côté? Non. Non, mais je vais la poser alors. C'est Sandrine qui dit « J'aimerais avoir la vision de vos invités sur la qualité des personnages des romans imaginaires. » Fantastique, uchronie. Il semble qu'ils ont gardé l'esprit des romans classiques dans des univers éloignés, plus ou moins du réel, qui facilite peut-être la distinction. Oh, bah, la question, elle est simple. Je crois qu'il y a les bons livres et les mauvais livres. Donc, dans les bons livres, il y a des bons personnages, et dans les mauvais livres, il y a des personnages débiles et des trucs auxquels on ne croit pas. Voilà. Je crois que la capacité d'un personnage, c'est qu'on y croit. C'est le pacte de la fiction dans le roman, bien sûr. Voilà, c'est ça. Bon, je suis d'accord avec toi, Frédéric. Il m'arrive de lire qui pourraient être des mauvais romans, mais tout d'un coup, la mayonnaise prend et le personnage est solide, suffisamment solide pour que j'ai envie de savoir ce qui lui arrive. Voilà, c'est tout. J'ai envie de savoir ce qui lui arrive parce qu'il a pris cher quelque part. Et puis, bon, je suis en train de lire Sérotonine, que je trouve très mauvais, mais je continue de le lire parce que j'ai quand même envie de connaître la fin. Même si je trouve que j'aime beaucoup Houellebecq, mais c'est vraiment pas bon. Donc voilà, mais j'ai quand même envie de le lire et j'ai envie quand même de savoir où il arrivera, éventuellement. Alors pour compléter la discussion autour de cette question, il faut savoir que la littérature d'imagination en France, là, il y a beaucoup de choses formidables. Hein. Alors il y a des éditeurs qui sont très très actifs. Je sais pas moi, Diable Vauvert, le Tripode, la boîte qui a publié le livre de comment il s'appelle, de Damasio là. Voilà les furtifs. Voilà, il y a plein de comment il s'appelle voilà, de mémoire matinale, vous m'excuserez. Il y a une grande qualité de la littérature d'imagination en France. On voit bien un éclatement du champ et un éclatement aussi du lectorat. Hein, voilà, et ça faut absolument l'accepter, hein, parce que c'est une réalité. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle nous demande d'autre, Sandrine? Est-ce que le choix... Oui, Charlotte? Vas-y.
Est-ce que le choix entre autobiographie et roman ne serait malheureusement pas la conséquence d'une peur des conséquences juridiques éventuelles pour une œuvre avec des personnes existantes? Alors, parfois, peut-être, mais fondamentalement, je ne le pense pas. Et là, je rejoins Catherine. C'est que quand il y a nécessité, sincérité, entre guillemets, et pression personnelle, on raisonne pas en termes de choix, parce que la littérature s'impose. Donc, c'est au-delà du choix stratégique. Voilà. Après, c'est sûr, si on veut écrire un livre à succès, en balançant telle ou telle chose sur telle ou telle entreprise ou telle famille, voilà, là, effectivement, on peut changer le nom des personnages, etc., et se protéger juridiquement. Mais on ne fait pas de choix fondamental entre autobiographie et roman, parce que les espaces se contaminent. Et voilà, le truc, c'est que est-ce qu'il y a pression, nécessité ou pas? C'est ça l'intérêt. C'est ça le seuil, finalement, de la littérature. Alors, que nous demande Xavier? Catherine peut peut-être répondre. Oui, Catherine, oui. La question de Xavier. Vous pouvez nous la lire? Ah, c'est ça, je savais pas si elle était en train de la lire ou pas. Je voyais la tête de Catherine concentrée. Alors, Xavier alors j'espère que je vais pas trop écorcher de mots. Xavier nous pose la question suivante. Le risque de la tauromachie, on dit tauromachie, tauromachie? Tauromachie. Tauromachie, je ne connaissais pas le mot. Le risque de la tauromachie, l'autofiction. L'auteur norvégien Karl Ove Knausgård, les critiques américains l'appellent le Proust norvégien, en fait les frais dans sa vie privée avec sa famille qu'il met à nu. Le succès de l'autofiction ne se base-t-il pas sur le voyeurisme de nous autres lecteurs? Oui, mais ça vient comme la conséquence. Au départ, il y a la pulsion et le désir de dire quelque chose qui n'a pas été dit. Voilà. C'est ça l'autofiction ou l'autobiographie ou ce qu'on veut l'appeler n'importe comment. Mais on dit quelque chose qui a toujours été considéré de l'ordre du secret, considéré de l'ordre du tourop intime. Dans toutes les familles, il y a des secrets. Les gens aiment bien mentir, les gens aiment bien se mentir, les gens aiment bien mentir aux enfants, etc. Et généralement, ça part de non seulement un besoin, mais aussi d'une vérité. C'est-à-dire, tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'impose comme une vérité à dire qui n'a jamais été entendue. Bon, je peux très bien dire que dans le cas d'une femme en marche, c'était effectivement une vérité de ma famille, sur ma famille, quelque chose qui n'a jamais été entendu. Et même si ça a fait des dégâts, il fallait quand même que ce soit dit et entendu. Donc c'était une manière détournée. Et je me souviens tout d'un coup, là, en répondant, que Françoise Sagan disait qu'elle n'avait jamais, on lui donnait jamais la parole dans sa famille. Ces familles bourgeoises traditionnelles où certainement on demandait aux jeunes filles de se taire et d'être très polies, et qu'elle avait choisi qu'elle avait par nécessité écrit parce que on lui donnait pas la parole. Et je crois que c'est vrai pour beaucoup d'écrivains, qu'ils soient hommes ou femmes, c'est que quand on ne vous donne pas la parole, qu'on ne vous écoute pas, tout d'un coup, il y a la littérature qui s'impose. En fait, la littérature, c'est de pouvoir dire quelque chose qu'on ne pourrait pas. C'est beau. On dit en écrivant, on dit autre chose. Et on dit sous la forme littéraire quelque chose qui ne pourrait jamais s'exprimer dans une conversation. Jamais. Parce que c'est une autre forme de communication, c'est une autre forme d'accéder à la vérité de l'autre et d'accéder à sa propre vérité. Donc, il y a cette espèce de communication X qui fait que ça s'appelle de la littérature et qu'on dit des choses. Alors maintenant, c'est la conséquence. Nous, de notre part, lecteurs, est-ce qu'on est voyeurs? On est tous voyeurs. S'il y avait là une fenêtre là de l'autre côté et qu'il y ait des gens à table en train de manger, c'est le soir, c'est le dîner, évidemment que j'aurais envie de les regarder. Évidemment que j'irai à la fenêtre discrètement pour voir ce qu'ils sont en train de faire. Évidemment que j'imaginerai ce qu'ils sont en train de se dire. Je crois qu'on est tous comme ça, on est tous voyeurs. On a tous, quand on prend le métro le soir et
regarde toutes les fenêtres éclairées des grands immeubles. On fait que ça. On regarde pas spécialement les choses. On regarde tout. On regarde les gens. C'est ça la littérature. On regarde les autres. Stendhal, il regardait les gens comme ça, de sa fenêtre. Il s'était fabriqué des lunettes spéciales pour pouvoir espionner les gens. Combien on est d'auteurs à s'asseoir à la terrasse des cafés en faisant mine de écouter quelque chose, tout simplement pour écouter les conversations des autres. Moi, je le fais tout le temps. Dans la rue, je fais mine de faire quelque chose et en fait, ce que je fais, je suis en train d'écouter la conversation d'à côté. Donc, et puis c'est pas toujours du voyeurisme de l'ordre. Ça peut être des toutes petites choses, mais c'est ça qui nous nourrit. On est des vampires. Voilà. En gros, on est des vampires. L'écrivain est un vampire. Voilà. Bien le dire. Et ça peut être un voyeurisme utile également, parce que je sais pas, moi, si je prends ma propre expérience de lecteur, il y a certains livres qui se passent dans la réalité que je lis et que j'aime bien lire pour essayer sans doute de me comprendre mieux à travers les situations qui sont données à voir et à lire. Donc l'expérience de l'autre dans un bon livre, elle peut nous apprendre des choses sur nous-mêmes, sur notre intériorité, et puis comment appréhender le monde. Et peut-être que c'est ça qui explique cet engouement actuel pour les faits réels et pour ces romans qui sont ancrés dans le réel. Alors même qu'avec le Covid et cette situation surréaliste que l'on vit, moi je penserais que les gens ont plutôt envie de s'évader et d'aller vers des personnages imaginaires incroyables, Jules Verne, etc. Alors que finalement on reste peut-être dans le réel pour essayer de le comprendre et de l'appréhender. Oui, on est tous dans la même angoisse. On est tous dans la même angoisse. Frédéric, ou nous, ici, à l'autre bout du monde, c'est le matin, ici, c'est le soir, on est dans la même angoisse. On est dans la même angoisse existentielle. Ce qu'on aime trouver dans un livre, c'est le partage de cette angoisse existentielle. On aime bien, c'est pas qu'on aime bien, mais c'est que ça nous rassure de savoir qu'on est des frères humains et qu'on est tous dans la même angoisse. Que derrière, l'angoisse qu'on vit en ce moment d'une situation presque apocalyptique, mon voisin est aussi dans l'angoisse. Et les familles, elles sont dans l'angoisse. Et je crois que c'est pas que ça nous rassure, mais ça crée cette communauté humaine. La littérature, c'est ça aussi, c'est de créer la communauté humaine où on partage. Parce que parfois, on lit, mais on partage. L'auteur, il a partagé quelque chose de sa vie, de son intimité et de son cœur, mais le lecteur, il partage aussi. Il lui dit quelque chose. Quand on lit, même si c'est en silence et qu'on ne fera jamais de conversation avec l'auteur, on partage avec lui. On partage son angoisse. On dit, ah oui, moi aussi, ça m'est arrivé à moi. Et on se sent moins seul. On se sent moins seul quand on sait que l'auteur, lui aussi, il a fait une tentative de suicide. Lui aussi, il a divorcé. Ah ben, lui aussi, on lui a retiré la garde de ses enfants. Ah, lui aussi. C'est ça, cette espèce de chose très humaine qu'il y a dans la littérature aussi, qui fait que il y a cette conversation silencieuse avec l'auteur. Et où l'intime peut devenir universel. L'intime de quelqu'un peut aider, complètement, oui. Peut devenir universel, donc aider les autres. Ouais. D'autres questions, Charlotte? Alors, il y a une dernière question, mais qui était, est-ce que Frédéric, toi, tu veux rajouter un mot sur la question de Xavier? Je veux dire aussi que ce qui est intéressant, c'est que le voyeurisme, si vous voulez, il faut voir son essence sexuelle. Si vous voulez, c'est les 3/4 du temps, c'est pas n'importe quel voyeurisme non plus. Vous voyez, c'est cette inquiétude du sexe, si vous voulez, de ce qui nous constitue comme sujet, complexe, on va dire ça comme ça. Alors voilà, alors quand le sexe touche en plus le pouvoir, car finalement c'est l'anéantissement de l'érotisme. C'est ça qui est intéressant aussi. Et finalement, ce qui nous fascine, c'est ce qui contrevient à la capacité érotique de la littérature, qui est en grande crise. Pour moi, s'il y a une crise du roman, c'est surtout ça pour moi, qui importe, c'est la crise de l'érotisme plutôt. Voilà. Mais voilà, là le livre de comment ça s'appelle
le Camille Kouchner, on voit bien, c'est mélange d'obscénité, de folie, voilà, dégoûtante, répugnante, tout ce qu'on veut, familial, sur fond de puissance sociale, si vous voulez. Donc c'est pas la littérature, c'est rencontrer des gens, mais c'est aussi avoir accès à la vérité de l'autre en tant qu'il nous domine et qui nous dégoûte, si vous voulez. Et là, ce qui nous dégoûte, c'est cette puissance sociale. Comment dire? Qui nous écrase et qui nous domine en même temps. Parce que c'est elle qui fixe les règles du jeu. Vous voyez? Donc le voyeurisme, il a aussi, comment on va dire ça, sa légitimité. C'est compliqué. Hein, voilà, c'est une forme de vengeance. L'homme est malheureux et cruel, si vous voulez. L'homme se venge. Hein? Du point de vue de Camille Kouchner, c'est un livre de vérité, c'est indéniable. Du point de vue du lecteur, c'est aussi la satisfaction de voir, un peu malsaine, que, encore une fois, les puissants ne méritent pas leur puissance. Et c'est tout ça. Hein? Donc c'est compliqué. Hein? Voilà. Mais il est bien évident que la question du voyeurisme, depuis 15, 20 ans maintenant, elle est avant tout sexuelle. C'est DSK, c'est toutes les grandes histoires. C'est l'émergence aussi de cette libération de la parole des femmes, formidable. Les grands bouleversements, voilà, sociologiques, politiques des années récentes. Hein, voilà. Et c'est que la boîte de Pandore. Et c'est un moment nécessaire aussi de l'histoire, de notre histoire humaine, sociale et évidemment politique. Hein. Voilà. Donc, la notion de voyeurisme, elle est compliquée. Hein. Et c'est encore une fois, il y a une chose qui me semble importante, il faut vraiment à chaque fois partir des œuvres et de telle œuvre en particulier pour voir ce qui se passe. Vous voyez, que les œuvres à chaque fois elles posent problème. Voilà. Alors là où Catherine a dit un truc très intéressant, c'est cette question de communauté humaine. Et beaucoup d'œuvres touchent les gens. Si vous voulez, il y a des grands livres littéraires qui touchent absolument personne parce qu'ils affectent relativement peu la communauté. Il y a des grands textes qui affectent, qui touchent la communauté, qui sont importants pour la communauté, pour telle ou telle raison. Hein, voilà. Après, chacun les jugera sur base esthétique. Voilà. Mais cette question du voyeurisme est fondamentale. Qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on veut voir? Et finalement, c'est quoi le sexe de l'autre? C'est quoi le sexe de l'autre? C'est quoi l'autre? C'est qui l'autre? Et quel est son sexe? Et comment vit-il? Et qu'est-ce qu'il en fait de son sexe? Oui, toutes ces questions-là. Et là, on va dans les choses un peu compliquées et troubles de la littérature. Mais la littérature n'est pas autre chose qu'une grande affaire sexuelle, à mon avis, qui se déploie à travers le langage. J'ai parlé du corps qui allait dans les mots. Mais voilà, il n'y a pas de littérature sans sexualité. Un écrivain sans corps et sans tenue, sans vitalité érotique, pour moi, c'est pas un écrivain, si vous voulez. Hein. Frédéric, je vais juste te poser une question. Donc, Houellebecq, par exemple, on va revenir à lui. Lui, c'est l'écrivain de la misère sexuelle. Hein. On est bien d'accord. C'est pas simplement. Et il a un succès, et il a un succès phénoménal. Et je me demande si, en rapport avec ce que tu dis, si finalement les gens ont pas envie justement d'être voyeurs de cette misère sexuelle pour avoir la confirmation ou l'information de leur propre situation. Mais Houellebecq a réussi ce truc extraordinaire de toute façon, on en pense ce qu'on veut, de représenter le contemporain comme il n'avait jamais été représenté. Après, on peut juger son écriture, sa forme, etc. Mais comment il s'appelle, son premier roman, Extension du domaine de la lutte, est un livre, à ce titre, absolument incroyable. Et qui fait complètement. Alors, c'est un livre, pour le coup, on sent bien là, la pression autobiographique, c'est lui il est partout dans le livre. Et voilà, si vous voulez, c'est l'utilisation. C'est une forme relativement classique, lisible par tous, qui injecte une vérité contemporaine démente. Oui, c'est un livre d'une grande force. Après, Houellebecq est très intéressant parce qu'il a une conception, si vous voulez, de la littérature, qui fait que la littérature, pour lui, c'est fait pour être la caisse de résonance de ce qu'il y a dans l'inconscient des gens. Vous voyez, c'est-à-dire que lui, il part pas de sa nécessité intérieure, où sa nécessité intérieure va rejoindre la nécessité de se câbler sur l'inconscient des gens. Ce qui l'intéresse avant tout, c'est ce qu'il y a dans la tête des gens. C'est pour ça qu'il fait peur et qu'il dérange beaucoup. Donc là, ce qui est intéressant, c'est parce qu'on part d'une singularité. Hein. Mais Emmanuel Carrère est absolument pareil. D'autres vies que la mienne. C'est un très bon livre. Mais D'autres vies que la mienne, si vous voulez, ce sont des livres, je dirais, panoptiques. Ce sont des livres qui cassent la distinction entre la simple fiction et la réception de la fiction en tant que telle. Ce sont des livres, quand on les, je parle des livres de Carrère, quand on les lit, on lit à la fois le journal intime d'un homme, un portrait sur l'époque, on lit Gala, parce que des gens célèbres. C'est toute cette addition de choses qui fait qu'il n'y a plus de frontière entre la fiction et la, entre guillemets, réalité.
Et c'est ça qui touche les gens et qui fait le succès de ces livres. Encore une fois, je suis pas là pour les, c'est des livres que j'aime bien, mais je suis pas là pour les évaluer. Je suis pas arbitre. C'est pas ce qui m'intéresse. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est évidemment de voir comment les livres peuvent circuler dans la société. Et il est bien évident que les livres de Carrère ont eux aussi leur part d'obscénité, mais lui leur connaît pour lui-même. C'est quoi que de faire un livre qui va essayer de vampiriser la vie d'un autre? Son premier très grand livre, d'une certaine manière, c'est son livre sur roman, là, comment s'appelle, l'adversaire. Et Carrère a besoin d'un adversaire à chaque fois. Il se double de ça. Mais l'adversaire, il faut aller le chercher, l'observer et le vider de sa substantifique moelle. Et alors là, ça s'est moins bien passé pour son dernier, puisque son ex-compagne le lui reproche. Vous voyez, on est dans ces zones-là. Après, chacun les jugera sur base morale, selon sa propre sensibilité et selon ses propres critères. Moi, j'essaie juste de montrer un petit peu, de désigner des phénomènes. Mais vous voyez, cette question du voyeurisme, elle est passionnante, parce qu'il y a plein de choses connexes qui vont avec elle. L'obscénité, la pornographie, la circulation des œuvres, les genres, la sexualité, le politique. Oui, c'est très, 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 très puissant. Pour ça, il n'y a jamais une réponse aux choses. Hein, il n'y a jamais une réponse. Donc voilà, chaque question pose 25 heures de débat, et je sais pas, quoi, voilà. Hein, mais voilà. Côté questions, il reste 2 questions. Alors une qui, je ne sais pas si elle nécessite une réponse, c'est un message pour toi, Olivier, de Xavier, qui te dit, je le lis, hein, puisqu'il a écrit: la Coupe du Monde de rugby féminin devrait se dérouler en Nouvelle-Zélande cette année, à moins que la Covid ne continue de nous embêter. L'équipe de Nouvelle-Zélande, les Black Ferns, est favorite. Elle est championne du monde. Imaginez la Coupe du Monde à la maison, ça fait le faire. Oups. Voilà. Merci Xavier. Donc voilà, ça c'est. Faire attention aux choses qu'on dit. Les mots, c'est important. Et voilà. Donc, est-ce que ça mérite une réponse ou est-ce que je passe à la question de Marianne, qui est donc la dernière question? Merci, hein, Xavier, pour ton message à Olivier. Marianne vous pose la question à Frédéric et Catherine: votre meilleur livre selon vous, ou du moins le plus important? Je pense que c'est une chouette manière de terminer ce débat finalement. Le meilleur ou le plus important? Parole à... Pas meilleur en termes de... mais c'est le plus important. Le plus important, c'est la Bible. Voilà, c'est la Bible. L'Ancien et le Nouveau Testament. Alors moi, de par mon tempérament, j'ai jamais été fan d'eux, ou faire des palmarès, des choses comme ça. Et il y a des livres qui sont éminemment, qui m'accompagnent. Et comment dire, ça change. Donc je suis un peu embêté. Alors après, je vous ferai une réponse. Je vais vous donner des livres que j'aime. Ah, attendez, elle a mis une précision. Une précision dans votre propre œuvre. Dans votre œuvre. Ah oui. Voilà. C'est ça que j'avais compris, oui. Ah, dans notre propre œuvre. Oui. Alors là, voilà un mot que je n'aime pas. Le travail d'écrivain, le livre que je préfère de moi, c'est Lucie comme les chiens. Voilà. C'est un livre enragé. J'ai lu aussi. Et d'ailleurs, piano derrière, que j'ai lu quasiment d'une traite ces dernières semaines, et c'est un grand livre, effectivement, très très fort. Je conseille. Voilà. Moi, je dirais simplement mon livre le plus potache, qui est très très maladroit peut-être, mais qui m'a fait exister d'une certaine manière, et qui m'a fait comprendre qu'on pouvait faire de la littérature de mille et une manières. Voilà, c'est Des néons sous la mer. C'est mon premier livre qui commence par de la fiction, puisque je m'appelle, en l'envoyant par la poste, Beauvestière. Voilà. Mais c'est un livre qui est pas sérieux du tout. En même temps, c'est le livre où je suis peut-être le plus moi-même. Hein. Voilà. Voilà, je montre les exemplaires Des néons sous la mer et Lucie comme les chiens. Et Catherine, est-ce que tu veux nous préciser, enfin, je sais pas si du coup ça mène si tu l'as pas dit, c'est probablement il n'y a pas d'explication précise. Pourquoi Lucie comme les chiens? Lucie comme les chiens, c'est le premier livre qui a été publié
lorsque je suis arrivée en Australie, et je crois que c'est à ce moment-là que je suis vraiment devenue un écrivain. Je crois que j'ai écrit des choses avant qui étaient ce qu'elles étaient, ni bien ni mal, quelconques. Elles étaient. Mais je crois que c'est avec celui-ci que je suis devenue un écrivain. Le reste, c'est Lucie qui a marqué le départ, la rupture avec la France. Ensuite, il y a eu tous les autres livres, mais c'est Lucie. Si je résume vos deux réponses, finalement, pour l'un comme pour l'autre, c'est le livre qui vous a fait prendre conscience que vous étiez écrivain. Enfin, c'est le livre, votre propre livre fondateur, finalement. Ouais. On pourrait le dire comme ça, ouais. Olivier, tu veux que... qu'on est écrivain, moi je suis très mal à l'aise avec ça. Hein. Alors Catherine, elle le dit pas, mais je comprends parfaitement. Moi j'ai beaucoup de mal à le dire. Hein. Alors ça va un peu mieux depuis quelques temps parce que je suis obligé de dire que je fais quelque chose, si vous voulez. Mais ça me gêne beaucoup. Je trouve ça d'une impudeur totale, si vous voulez. Je suis très gêné avec ça. Hein, voilà. Ben, on le dit pour vous alors. Merci. Olivier, je te laisse peut-être clore ce débat. Oui, merci Charlotte. Je voudrais remercier un certain nombre de personnes. D'abord Catherine Ray, pour être là, venue jusqu'à chez moi ce soir et participer à ce débat. Merci à Frédéric d'avoir été tel que lui-même, du grand Frédéric Chirier, celui qu'on aime, celui qui est passionné, remonté, et puis assermenté. Voilà. C'est Catherine est passionnée, hein. Encore une fois, elle est dure en affaires. Hein. Ce petit voyage instantané de coprésence entre Sydney et Paris, voilà, permettra à ceux qui ne connaissaient pas Catherine de la découvrir. Voilà. Exactement. Merci à toi, Charlotte, et à toute l'équipe des mots. Donc Élise Nebout et Alix Bouillon qui nous ont aidés à monter ce débat. Merci aussi et surtout à tous ceux qui nous écoutent. Parce que comme on l'a vu, le roman attire les passions, attire les frictions. Mais ce qu'on a vu ce soir, c'est qu'il était bien vivant à travers la passion de deux écrivains ou romanciers, de deux personnes attachantes. Et puis, et c'est un peu à vous qui nous écoutez que effectivement que cette communauté humaine a été possible ce soir pendant un peu plus longtemps que 1h30. Et moi, c'est ça que je retiendrai de ce débat dans cette époque apocalyptique du Covid, c'est que ce genre de communauté humaine est possible autour du livre, autour des mots et de la littérature. Donc merci à tous.